Bienvenue pour ce nouveau numéro de Déco Café, le podcast du design décomplexé à La Réunion et ailleurs. Bonjour à tous, je suis David Chervé-Brenac et ravi de vous accueillir. Nous sommes ensemble pour une parenthèse auditive dans votre quotidien et je vous en remercie. C'est parti! Aujourd'hui, je reçois à mon micro ma toute première invitée, une architecte d'intérieur qui, à l'inverse du bon vin, n'a pas attendu le nombre des années pour susciter l'intérêt de ses clients et enchaîner les projets de transformation et d'aménagement à destination des particuliers comme des professionnels sur toute l'île. Bélisae, c'est le nom de sa boîte, est une véritable pépite pays aussi fraîche et revigorante que sa créatrice. À l'aube de fêter son premier anniversaire, après l'angoisse du démarrage et l'organisation aujourd'hui nécessaire pour répondre aux sollicitations finalement nombreuses, cette micro-entreprise prouve une nouvelle fois, si c'était nécessaire, que le design d'intérieur a toute sa place ici, chez nous, comme partout ailleurs. Plus qu'un entrepreneuriat au féminin, je vous propose de découvrir une décopreneuse passionnément humaine. Accueillons donc ensemble et écoutons Adeline Blot-Vidal de Bélisae. Bonjour Adeline. Bonjour David. Et merci d'avoir accepté d'être la première professionnelle pays à être interviewée pour cette nouvelle émission, ce podcast Déco Café. Ça me fait très très plaisir. Et la première question que je vais te poser sera sans doute la plus importante de toute l'interview. En tout cas, moi, elle m'intéresse. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va, un petit peu intimidée, c'est ma première. D'accord, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais je vais bien, je suis en forme et ravie d'être avec toi. Super, ben écoute, on est deux et on va passer un très très bon moment, toi et moi, et avec évidemment nos auditeurs qui feront chaque semaine encore plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu justement à ces fameux auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas, ou même à ceux qui pensent te connaître? Voilà, et à qui tu pourrais apprendre des choses. Et notamment, alors, à titre personnel, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'à cette occasion, tu me parles un petit peu de ton histoire avec la Réunion, s'il te plaît. Écoutez, donc moi, je m'appelle Adeline, j'ai 36 ans, je suis originaire de Toulouse, et j'ai atterri sur ce caillou, ça va bientôt faire 10 ans, totalement par hasard, parce que avec mon conjoint, on a promis à une amie de venir la voir. On est venu, on n'est jamais reparti, et je pense pas qu'on va repartir de sitôt. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps ça ? C'était en 2012. 2012. De 13. Très bien. Je sais plus. Ok, donc ça c'est la raison qui fait que tu vis et exerces aujourd'hui à La Réunion. Exactement. D'accord. Alors justement, tu exerces, tu as un métier. Qui est aussi la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Alors, lors du premier épisode de Déco Café, j'ai tenté d'expliquer un petit peu aux auditeurs les différences qui existaient entre le métier d'architecte, le métier d'architecte d'intérieur, décoratrice, décorateur. Toi, lorsque tu parles de ton métier ou lorsque tu te présentes en soirée ou qu'on te pose la question, comment tu te présentes ? Généralement, architecte d'intérieur. D'accord. Parce que c'est vraiment cette partie-là du métier sur laquelle je suis plus à l'aise. Décoration pure, il manque des choses, j'ai besoin de plus de technique. Il y avait un rêve d'être architecte tout court aussi, donc ça sera architecte d'intérieur. Ok. Alors, Adeline, ta société s'appelle Bélisae. Je prononce bien ? Oui. On peut corriger si je me suis trompé. En fait, je sais pas parce que il y a des gens qui disent Bélisae, des gens qui disent Bélisae. Moi, j'ai tendance à dire Bélisae. Ok, d'accord. Alors c'est hyper joli en tout cas comme consonance. Je crois savoir qu'elle n'a pas toujours eu ce nom-là, ou qu'elle a peut-être c'est arrivé un peu plus tard, pas tout de suite. Alors, elle a toujours eu ce nom-là. C'est que lorsque j'étais étudiante, j'ai créé une page Instagram qui s'appelait Murmure et moi. Voilà, c'est ce que moi j'avais gardé en mémoire. Voilà. Ok. Aujourd'hui, Bélisae, pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est la question. Grande question. Je pense que je ne suis pas le seul à me poser. Oui, il y en a une qui a trouvé. Et non, Bélisae est un anagramme qui veut dire Isabelle. Isabelle n'est autre que le prénom de ma maman. Je voulais un nom qui signifiait beaucoup pour moi et qui potentiellement pouvait être utilisé en tant qu'image de marque à terme parce que j'ai des projets. D'accord. Donc tu vois, moi, j'aurais pas trouvé. Ouais. Alors, moi, j'ai ta carte de visite sous les yeux, effectivement. Alors, dans Bélisae, il y a aussi une subtilité. Donc, le A est d'une couleur différente.
Alors, est-ce que ça a aussi un lien avec ta maman ou c'est tout simplement parce que c'est l'initiale de ton prénom? Exactement. C'était ça? Ah, Ouais. tu vois, ça j'ai trouvé. Parce que je m'appelle Adeline. Tu t'appelles Adeline et donc le A est mis en exergue. Donc même typologie mais couleurs différentes sur ton logo. Alors, Bélisae, on va y rester un petit peu parce que c'est aussi la raison qui fait qu'on discute aujourd'hui. Parle-nous précisément de ton entreprise, quel âge a-t-elle, quel statut a-t-elle et quelles sont ses missions à La Réunion donc. Eh bien, Bélisae va avoir 1 an, là, le 1er juillet, dans pas longtemps. Le statut, pour l'instant, je suis en entreprise individuelle, donc en auto-entreprise, qui est une étape par lesquelles passent beaucoup les architectes d'intérieur ou les décorateurs. À terme, l'idée est quand même de la faire évoluer, d'avoir des collaborateurs, travailler en équipe. Quelles sont les missions? Alors, on a beaucoup d'idées de ce que peut être un architecte d'intérieur et en fait, sauf si on a écouté le premier épisode de mon podcast, on en sait un peu plus, mais on sait jamais quels sont les services qui peuvent être proposés. Alors là, aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir, donc quels sont les services que ta société à toi propose? Alors, c'est assez vaste et pour l'instant, j'ai pas trop canalisé la question parce qu'on en reviendra plus tard, je suppose, mais j'ai quand même eu d'autres cordes à mon arc auparavant. Dans l'ensemble, effectivement, les missions de décoration, les missions d'architecture d'intérieur, donc restructurer les espaces, accompagner les clients sur les suivis de chantier, répondre à des problématiques quotidiennes, alors que ce soit des clients particuliers, que ce soit des clients professionnels, comme des restaurants, des agences immobilières. C'est aussi tout ce qui va être administratif autour de ça, parce que avant d'avoir des jolies photos instagrammables, il y a souvent beaucoup d'étapes avant. Donc, j'ai, on va dire, un éventail assez large d'intervention pour l'instant. Après, peut-être qu'à terme, je vais me restructurer sur certaines choses. Aujourd'hui, voilà, ça fait pas tout à fait 1 an. Je me laisse encore le choix de voir là où j'ai envie d'aller. Après, voilà, j'ai les compétences pour avoir un éventail. En fait, oui, pour l'instant, tu es à un stade d'évolution de ta société et même personnelle, j'imagine, où tu es intéressé par tous les aspects de ton métier, sans qu'il y en ait un forcément qui sort du lot pour l'instant. Exactement. D'accord. Alors, concernant ces projets, donc qui dit projet dit client. Tu nous as un peu parlé des clients, donc il y a des professionnels, il y a des particuliers. Ces clients sont qui on ne saurait pas grand-chose au final. Ils viennent à toi comment? Est-ce que c'est sans effort? Tu prospectes encore et toujours? Comment ça se passe? Je sais pas comment dire que j'ai une chance inouïe. Dis-le nous si tu as de la chance. Il y a jamais de hasard en tout cas. Voilà, je sais pas si c'est de la chance. J'ai des clients absolument fantastiques autour de moi et peut-être que c'est justement les métiers que j'exerçais avant qui me permettent aujourd'hui d'avoir des clients régulièrement. Je fais pas de prospection, je fais pas les réseaux sociaux. Je crois que j'ai mis mon référencement sur Google il y a 3 semaines. Ça marche beaucoup au bouche à oreille. Après, je crois que ça, c'est La Réunion aussi. C'est beaucoup de choses fonctionnent au bouche à oreille. Dès lors qu'on est compétent, professionnel, disponible et à l'écoute. Donc moi, pour l'instant, les clients, c'est du bouche à oreille. Et ça fonctionne. Et j'ai un carnet de commande bien chargé. Bon, écoute. Donc je vais pas m'en plaindre. J'en suis ravie. C'est très bien. Alors ça, tu crois que c'est spécifique à Bélisae ou tu penses que tu disais c'est La Réunion aussi qui fait ça. Est-ce que finalement tu penses que tes collègues vivent la même chose ou est-ce que ça dépend aussi de ta personnalité et de ta façon de travailler? Alors, excellente question. Je suis en train de me faire un check-up là dans ma tête des consoeurs et confrères que je connais ou que je commence à connaître. J'avoue, c'est une question à laquelle j'ai pas forcément réfléchi. Mais effectivement, non, je pense pas que ce soit Bélisae à proprement parler. Après, oui, je pense qu'il y a notre manière d'être, la manière de se présenter à un tel. Et encore ce matin, j'ai reçu un message, machin m'a recommandé. J'ai pas d'avis tranché sur la question. Ok. Bon, on peut considérer effectivement, comme tu le disais, que la Réunion se prête aussi à ce genre de situation. C'est-à-dire quand quelque chose se passe bien, ça se sait très vite. Quand un travail est bien fait, ça se sait aussi. Alors, l'inverse est vrai aussi. Donc, il faut toujours être professionnel. Je voulais savoir si
tu avais, notamment au début, été obligé d'être dans une opération de séduction, de communication, pour ne serait-ce que pour dire, bah ça y est, je me lance, j'ai fini mes études, j'attaque ma démarche professionnelle, voilà. Ça pouvait être aussi dans le sens, se faire connaître. Oui, alors opération de séduction, je dirais non parce que je sais pas faire. J'ai tendance à être un tiers, à écouter, donc je pense que ça s'est fait naturellement sans même que je me rende compte, au détour d'une soirée entre amis. Voilà, je dis ce que je fais comme métier. Généralement, les gens me demandent en quoi ça consiste, donc de façon simple, j'essaie de présenter l'éventail des possibilités. Et puis après, quelques mois plus tard, on me rappelle, on me dit j'ai ça et je vais penser à toi. Est-ce que tu peux t'occuper de ça? Et oui, non, ça dépend. Alors sur le département, j'avais fait une petite recherche lors du dernier épisode, donc le département de la Réunion où nous nous trouvons. J'en profite d'ailleurs pour dire bonjour à tous les Réunionnais et à ceux qui n'ont pas la chance d'être Réunionnais mais qui ont eu quand même la bonne idée de nous écouter aujourd'hui. Je leur souhaite la bienvenue. Donc dans notre département, on recense approximativement 25 professionnels, 24, 25 dans le secteur de la décoration intérieure. Et plus encore si on ajoute la profession des architectes. On pourrait croire que c'est beaucoup pour notre petit territoire à l'échelle de notre île. Est-ce que toi, de ton point de vue, c'est une concurrence que tu ressens au quotidien? Bon, vous êtes 25, toi tu es une, il y en a 24 autres. Est-ce que c'est une concurrence que tu ressens dans l'exercice de ton travail, Alors concurrence, pas du tout. Parce que j'ai l'impression que on se connaît plus ou moins tous au travers des réseaux. Certains ont lié des amitiés. Concurrence, pas du tout. Je pense qu'au contraire, on est presque des collègues. Je pense qu'à l'échelle de l'île aujourd'hui, de toute façon, il y a un besoin qui existe réellement. Ça se construit de partout, un peu trop à mon goût. Il y a pas mal de biens qui tombent en décrépitude, donc il y a un réel besoin de rénovation. Et puis ça va pas aller en s'améliorant avec les prix de l'immobilier. Donc je pense qu'on va avoir de plus en plus besoin de nous pour travailler l'ergonomie, le côté fonctionnel des espaces qui vont malheureusement être de plus en plus petits si les prix continuent à gravir autant. Exactement, oui, là, la situation que tu décris n'est effectivement pas réjouissante. Et ça me permet d'ailleurs de faire une petite parenthèse. J'ai déjà l'occasion d'en parler avec les auditeurs. Faire appel à un architecte d'intérieur, même à un décorateur, mais à plus forte raison un architecte d'intérieur, va vous permettre plus que jamais de compenser ce que va pouvoir vous coûter les mètres carrés d'investissement, parce que quand on fait appel à un professionnel, en général, c'est sûr, ça coûte un petit peu d'argent, mais ça fait quand même gagner beaucoup. Et donc, in fine, vous y retrouvez. Et si je peux me permettre, moi, je rejoins complètement Adeline sur ce qu'elle vient de dire. Et alors, je comprends aussi le fait que tu décrives une situation agréable entre confrères. Est-ce que c'est parce que on est sur une île? Est-ce que tu sais par l'intermédiaire de collègues métro que c'est la même chose dans des territoires plus grands, ou est-ce que c'est spécifique une fois de plus à notre département de la Réunion? Alors j'ai eu cette conversation avec un monsieur il y a une semaine qui a une franchise, enfin la seule et unique franchise de décoration en métropole, et justement je lui ai posé la question si le côté collaboratif plus que concurrentiel était pareil en métropole. Il me disait que non, dans l'ensemble il y avait une réelle synergie entre les décorateurs, les architectes d'intérieur. En fait, je pense que de toute façon, ça reste un métier créatif au-delà de son côté technique, qu'il y a de la place pour tout le monde dès lors qu'on apporte quelque chose aux clients. Les clients vont s'identifier plus à l'un, plus à l'autre en fonction de leur goût, de leurs envies, de leurs besoins. Il y a aussi un énorme facteur relationnel. Donc en fonction on va avoir des affinités avec des clients dans un sens comme dans un autre. Le client va avoir plus d'affinités avec l'un ou l'une d'entre nous. Donc je pense pas que ce soit un métier concurrentiel. Dans une synergie de collaboration. Ok, alors j'insistais justement sur ton argumentation en t'en demandant un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Il y a de la place pour tout le monde, on s'entend bien, c'est pas vraiment de la concurrence, etc. Mais si c'est pas suivi derrière d'un discours tel que toi tu viens de le dérouler, là, ça pourrait passer pour un monde de bisounours. Et on sait très bien que ça reste quand même un monde professionnel. Exactement. Qu'à un moment donné, le client doit faire un choix. On sait très bien que il contacte pas forcément qu'une seule décoratrice ou qu'un seul architecte avant de se décider pour une collaboration, et qu'à un moment donné,
même si c'est pas du fait du professionnel, ça reste quand même celui du client de faire jouer la concurrence. C'est normal. Voilà. Donc, elle existe évidemment. Ça ne voulait pas que les auditeurs pensent qu'il y en a pas. Par contre, elle n'est pas entretenue par les professionnels, mais elle est plus jouée par celui des clients, ce qui est dans son rôle en fait. Exactement. Alors, souvent dans le choix, tu as parlé de quelque chose qui est très important, c'est la complicité, ce qui peut se créer entre un client et un professionnel, qui va faire qu'on va avoir envie de travailler ensemble d'un côté ou de l'autre. Moi, je pense aussi, et c'est la question suivante, est-ce que le fait que, parce que moi je vous connais un petit peu, alors plus ou moins, les professionnels du métier à La Réunion, vous êtes différentes, vous faites le même métier mais vous faites différemment et vous êtes différentes de par votre personnalité. Est-ce que tu penses justement que avoir une identité particulière quand on est une société, peu importe son statut de décoration, ça peut aussi être un argument de séduction. Par exemple, si je suis plus connu ou spécialisé dans l'indus, si je fais des environnements plutôt cocooning, etc. Est-ce que ça, tu penses que c'est un marqueur qui fait qu'un client va pouvoir plus facilement être séduit par toi plutôt qu'un autre ou inversement? Oula, alors ça c'est la question, je pense que je pourrais faire une rédaction de 25 pages sur la question. Alors essaye de le faire en 2 minutes. En 2 minutes. Alors il y a certains qui diront, pour ma part, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas tout à fait un an d'entreprise. Donc je vais pas dire que ce que je vais dire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et il faut distinguer, à mon sens, mission de décoration et mission d'architecture d'intérieur. Mission de décoration, oui, effectivement, si on a un client qui est très sensible à l'univers instagrammable ou Pinterest, si j'ai le droit de les citer. Oui, on va citer Facebook et Twitter, comme ça on pourra pas nous accuser. Voilà. Et donc, forcément, ils vont aller s'identifier à des profils qui vont leur proposer les images, enfin, les visuels, l'esthétisme auquel ils sont sensibles. Après, moi, j'ai pas d'univers déco particulier. Alors oui, j'adore les couleurs. Bah c'est bien. Du coup, je te donne un petit peu plus de temps parce que c'était la question d'après. Donc, comme tu y réponds, tu peux continuer à développer. Ok. Donc, j'adore, à l'exception que j'adore les couleurs, que j'aime marier les motifs. Moi, les intérieurs insipides blancs, ça me passe au-dessus de la tête. Après, c'est pas... Quand on est architecte d'intérieur ou même décorateur, oui, on peut décider de faire qu'un seul et même style. C'est son parti pris. Moi, c'est pas le mien. Avoir plusieurs styles décoratifs permet effectivement de proposer un éventail plus large et de s'adresser à une clientèle diverse et variée. Ça permet aussi d'avoir un travail qui est moins chronophage. J'arrive à m'adapter à tous les styles. Il y a bien sûr certains styles que j'affectionnerai plus que d'autres, mais c'est pas pour autant que je suis pas compétente dans l'un ou dans l'autre. Après, voilà, pour moi, l'identité esthétique, c'est une chose, mais avant tout ça, il y a aussi la technique, il y a la durabilité des matériaux, il y a les produits, il y a les techniques de mise en œuvre sur les travaux. Donc, c'est vraiment un tout. On peut pas se contenter en tant qu'architecte d'intérieur, décorateur peut-être, mais pas en tant qu'architecte, on peut pas se contenter de véhiculer que l'image esthétique. Mais tu as parfaitement répondu à la question. Je suis sûr que ça va éclairer aussi nos auditeurs. Alors, Adeline, moi j'aimerais qu'on aborde l'aventure à La Réunion ou même en métropole, qui est la création d'une entreprise. Voilà. Donc c'est toujours des choses que nos auditeurs ont besoin de savoir. Alors toi, tu as créé ta société, donc c'est pas un rachat, c'est pas une cession. Je voudrais savoir si c'était galère de la monter, cette société. Alors, de façon générale et peut-être un petit peu plus particulièrement à La Réunion, parce que ça a beau être la France, on sait, on l'a vu dans le premier épisode du podcast, qu'on peut avoir quelques petites spécificités parfois. Ben non, pour le coup, ça a été simple comme bonjour. Bon, au début, j'ai hésité à savoir si je faisais en auto-entreprise ou sous un régime juridique particulier. Après m'être renseignée et avoir pesé le pour et le contre, j'ai choisi dans un premier temps cette option-là. Et là, ça a été très vite. Sur les sites internet, ça se fait en quelques minutes. On remplit les formulaires et puis, hop, je pense que j'ai reçu mon immatriculation en 3 semaines. Rien de bien compliqué. D'accord. Le plus dur a été de trouver le code NAF associé à la profession. Alors, c'est quoi? C'est le 7410Z, c'est ça? 7410Z, et donc, du coup, on dépend du régime des
Prestation de service assimilée à la CIPAV. Voilà, exactement. Voilà. La fameuse CIPAV. Là, je pourrais en parler pendant des heures entières de la CIPAV. Moi aussi, j'ai eu une autre vie avant toi et j'ai eu quelques déboires avec le régime des retraites de la CIPAV. Ouais, bon, pour la retraite, c'est dans longtemps. Ouais, ils m'ont régulièrement et fréquemment réclamé de l'argent que je leur devais pas. Et ça m'a pris 2 ans avant que j'aie gain de cause. Et finalement, ils ont fini. Je me répète. Mais dès que je parle de la CIPAV, je suis stressé. Ils ont fini par reconnaître qu'ils m'avaient réclamé des sommes de façon indue. Donc voilà, si je pose la question à Adeline de savoir si elle a galéré pour créer son entreprise, etc., c'est à la fois pour en savoir plus sur elle, mais c'est aussi pour mettre le doigt sur le fait que c'est un vrai métier, décorateur d'intérieur, architecte d'intérieur, designer en général, c'est un vrai métier. Donc qui dit un vrai métier, dit un vrai cadre. Hein, et avec des obligations et quelques garde-fous à prendre. Exactement. Pour ne pas se retrouver embêté. Exactement. Et des fois, même quand vous faites bien les choses, on vient vous embêter. Donc aussi. Voilà. Et, ce qui m'amène à la question suivante. Donc tu as dit que tu t'étais renseigné. Ça s'est limité au renseignement. Tu as eu besoin d'être aidé. Tu as été accompagné ou non? Ce que tu as glané sur les différentes sources d'informations t'ont suffi? Non, dans l'ensemble, bon, j'ai un ami qui est comptable, un autre qui est expert comptable. Donc j'ai posé les questions au niveau de l'entité juridique. Donc ça s'est fait très vite. Après, pour remplir les formalités administratives, je débrouille toute seule comme une grande. Hein. Si on sait lire et écrire, théoriquement, ça va. Je pense que j'ai passé un coup de fil à l'URSSAF pour valider un truc. Ça a été assez rapide. Et puis après, non, j'ai juste pris attache avec une professionnelle qui accompagne les auto-entreprises pour quelques questions d'ordre administratif sur les déclarations de charges ou autres. Donc, on a fait un petit rendez-vous d'1 heure en visio, manière d'éclaircir certaines lanternes, mais après c'est un régime qui est extrêmement simplifié. Donc si on prend le temps de lire, de regarder, on s'en sort. Hein. Oui. Et c'est un régime sur lequel on peut revenir aussi, faire évoluer régulièrement, mettre à jour. C'est vrai qu'il est assez souple et c'est pour ça qu'il a été créé d'ailleurs. Hein. Alors, on n'a pas encore abordé vraiment ton parcours professionnel. Alors, on va le faire maintenant. Voilà. Je vais te poser la question de façon simple. Hein. Tu as toujours voulu faire ce métier ou bien c'est venu progressivement à la suite de plusieurs étapes de vie ou de hasards heureux, par exemple? Non, je n'ai pas toujours voulu faire ce métier, ou du moins, j'en en étais pas consciente. On va plutôt dire ça comme ça. Voilà, j'étais peut-être dans un moule, j'avais d'autres envies, mais au final, tout ce que j'ai fait avant, c'est ce qui fait ma valeur ajoutée aujourd'hui, et c'est à chaque fois étroitement lié. Et aujourd'hui, ça y est, ça fait 1 an que j'ai un métier passion et j'ai attendu ça pendant 15 ans, donc c'est cool. D'accord. Alors, on peut savoir quelles étaient les activités d'avant? Alors, attention, hein, ouais, alors j'ai un bac éco, option éco. D'accord. Je voulais faire fac de droit. Alors, je vais te poser une question qui va peut-être un peu nous aider sur ton âge. Tu as un bac B ou un bac ES? ES. Ah, tu es jeune alors. SES, option éco. Alors moi, je suis plus âgé que toi, j'ai un bac B. Ah ouais. Puis maintenant, ça existe plus, le bac ES, alors. Oui, voilà. Le B non plus, hein, depuis, il y a plus longtemps encore. Ouais. Ça nous rajeunit pas. C'est ça. Je t'ai coupé, pardon. Donc, du coup, voilà, je sais plus ce que je disais. Tu as fait un bac éco. Ah là, j'ai fait un bac éco. Et moi, j'étais fanat des experts à la télé. D'accord. Donc, je voulais faire juste d'instruction. Et mon prof d'éco, il m'a dit non mais Adeline, la fac c'est pas fait pour toi et tout. Ouais si, je vais y aller et tout. Bon voilà, j'ai fait 4 ans de fac, fac de droit. J'ai fait tout le reste de travers. Bon, jusque là notre parcours est assez similaire. Voilà. Donc non, j'ai quand même une licence en droit, peut-être un petit peu trop bosseuse et parce que j'ai rien trouvé de mieux que pendant ma 2e année, 3e année de droit, j'ai rien trouvé de mieux que faire un diplôme universitaire de sciences criminelles. Donc médecine légale, police scientifique. Ah oui, d'accord. Donc on est vraiment. Voilà. Je sais pas si on est à Miami, à New York ou ailleurs, mais on est dans les experts. Mais j'avais postulé à l'Institut de criminologie de Montréal. D'accord. Voilà. Et j'ai pas été prise. Et après en fait, je m'ennuyais en droit constitutionnel à la fac de droit. Alors que moi j'adorais ça. Voilà. Donc je suis partie en AES, administration économique et sociale.
Et puis là, ça faisait 4 ans que j'étais à la fac et je tournais en rond et je savais pas ce que je voulais faire. Et du coup, je suis rentrée en école de commerce et j'ai fait un BTS profession immobilière. Donc le diplôme qui te permet d'ouvrir une agence immobilière. D'accord. Il n'est pas nécessaire pour travailler en agence immobilière, malheureusement, mais il est obligatoire. Voilà. Pour ouvrir une agence. Donc, je suis diplômée en immobilier, donc tout ce qui est gestion, location, transaction, syndic, promotion, je peux, si demain je veux ouvrir une agence, je peux monter mon agence. Et j'ai travaillé donc pendant 3 ans, 4, je sais plus, en transaction, Toulouse, puis je suis arrivée à La Réunion, donc j'ai fait de la transaction à La Réunion, et après je suis partie en gestion de travaux, sinistres. Donc une agence immobilière qui avait des biens à la location et j'étais chargée de gestion de travaux, tous les immeubles qui étaient sinistrés, les appartes, dégâts des eaux, incendies, dégradations diverses et variées. Et voilà, ça c'est mon parcours et j'en ai eu marre. Ok. Et après on arrive à La Réunion, Bélisae, où il y a encore des choses avant. Non, là c'est bon. Enfin, on était déjà arrivé à La Réunion pour pendant l'immobilier en fait. Et donc en 2017, j'en avais marre de l'immobilier. Pour moi, c'est un métier qui devrait être beaucoup plus réglementé. Je fais partie des diplômés, donc forcément, à mon sens, c'est un métier qui est beaucoup trop technique pour arriver sur le terrain sans bagage. Et j'ai fait un bilan de compétences avec un monsieur fantastique. Et puis à l'issue de ce bilan de compétences est sortie l'architecture d'intérieur. Et là j'avais 30 ans. Et 30 ans, une vie de couple, repartir dans les études, c'est pas forcément facile. Et j'ai la chance d'avoir mon conjoint qui est là depuis le début et qui me soutient et qui m'a soutenue. Et j'ai repris mes études et j'ai fait 4 ans d'études à 30 ans. D'accord. Voilà, donc architecture d'intérieur. Donc là, on va pouvoir rentrer pour le coup. Voilà. On va sauter une question et sur ta formation, puisqu'on l'aborde. Tu as fait 4 ans pour acquérir les compétences et le droit d'exercer, c'est ça? Ça même. Ok. Voilà. Donc 4 ans et en fait j'ai fait un double cursus, c'est que au passage, alors je n'ai pas le titre, mais j'ai fait les cours. Dans ma formation en architecture d'intérieur, j'avais une option qui s'appelle économie de la construction et maîtrise tout corps d'état, donc maîtrise TCE. Et donc c'est les cours du BTS économie de la construction. Mais par contre, je me suis pas inscrite pour le BTS parce que je n'ai pas jugé nécessaire de dire que j'avais le BTS ou quoi que ce soit. Okay. Mais donc j'ai cette formation en plus de mon cursus architecture d'intérieur. D'accord. Ok. Donc, qui était nécessaire pour pouvoir être légitime, en tout cas de ton point de vue, pour exercer, proposer Alors tes services voilà, il est pas nécessaire pour être légitime. Par contre, il est nécessaire pour pallier au syndrome de l'imposteur. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire en fait. Hein. Voilà. Non, pour moi, il est nécessaire parce que aujourd'hui, mettre une peinture, tout le monde peut le faire, mais par contre, tant qu'on prépare pas le support, connaître les supports, etc. Pour moi, c'est un peu la base. Hein. D'accord. Donc, il est nécessaire. Ok, je fais un tout petit retour en arrière pour revenir à la question donc qui était insérée à la base entre ton parcours initial et ta formation. Souvent, enfin quasiment tout le temps même si je compare avec les autres collègues et confrères dans ce secteur d'activité, c'est quand même alors on ne travaille pas seul, mais c'est quand même un métier où on se drive seul. On avance seul, on définit nos objectifs. Alors, on ne peut pas travailler seul, mais quand même, on mène sa propre barque. Est-ce que pour toi, c'était aussi une condition pour être épanoui dans ton métier, ou est-ce que tu aurais pu être associé dans un cabinet ou même salarié dans une boîte? Ah non, c'était pas du tout une condition. Moi, j'étais terrorisée à l'idée de monter mon entreprise, mais terrorisée. Je suis une aventurière et en même temps une bonne casanière. C'était pas évident du tout. Non, j'avais peur. En plus, j'ai 15 ans de salariat, donc passer du salariat à l'auto-entreprise, passer d'un salaire fixe tous les mois avec potentiellement des commissions en immobilier, je sais pas ce que j'aurai le mois prochain. Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer? Est-ce que je vais pouvoir faire mes courses? Non, j'étais terrorisée. Après, j'ai la chance d'avoir un entourage très aimant. Et notamment dans un cercle très proche de amis qui sont architectes de formation, avec qui j'ai pu échanger durant tout mon parcours
d'études. Et quand est venue la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte mon entreprise? Est-ce que je cherche un poste, un salarié? Ils m'ont dit, mais Adeline, t'as tout ce qu'il faut pour monter ton entreprise. Vas-y, lance-toi. Et ils m'ont motivée. Après, ceci dit, c'est pas un métier où il y a beaucoup de postes, un salarié non plus. Oui. Alors ça peut être le cas quand on rattache ses services à une enseigne de fournisseurs. Ça peut être que ça soit mobilier, cuisiniste ou des choses comme ça. Mais on aura moins de diversité. Exactement. Il y avait une autre question alors. Du coup, tu me l'as amené sur un plateau, donc je vais saisir la perche que tu me tends. Là, je parle pas des revenus du ménage, mais je vais vous parler des revenus d'un décorateur seul. Est-ce que toi, tu estimes, alors je parle pas forcément de ton cas particulier, mais est-ce que tu estimes qu'un décorateur seul, ou une décoratrice seule, ou un architecte d'intérieur seul, peut vivre à La Réunion de son métier? À partir du moment où les conditions sont réunies, c'est-à-dire il n'y a pas de problème de clientèle, est-ce que ça paye en gros suffisamment bien pour être même indépendante financièrement et pas dépendre de son conjoint, par exemple? Bah, c'est une bonne question, ça. Bah oui. Je pense que oui, parce qu'il y en a qui y arrivent. Après, on va pas se mentir, il y a peut-être 20 ou 30% qui y arrivent. Oui. Donc après, le problème, il est qu'aujourd'hui, on a des plateformes sur Internet qui proposent des prestations vos visuels 3D pour 99 €, etc. Clairement, j'ose même pas imaginer les salariés qui bossent derrière, les heures qu'ils doivent faire pour sortir une 3D, un salon, même avec 3 meubles, ça prend pas 35 minutes, il y en a parfois pour une journée, voire 2, à condition d'avoir les bons logiciels, à condition d'avoir les objets déjà modélisés par les marques. Ça, on n'en parle jamais, mais c'est du temps, en fait, tu pratiques sûrement sur les mêmes logiciels que moi, mais tu sais qu'on a un crayon. Et à partir de crayon, on dessine un meuble avec des textures. Donc oui, je pense que on peut s'en sortir, mais à condition de vendre correctement sa prestation et surtout d'expliquer en quoi consiste sa prestation. Ouais. C'était le deuxième tiroir aussi qui avait de ma question. C'est que, alors maintenant, ça a tendance un petit peu à évoluer dans le bon sens. Les gens ont conscience quand ils font appel à nous, et j'imagine quand ils font appel à toi, qui vont avoir en face un vrai service, une compétence, un savoir-faire, comme je le disais aussi, des incidences positives pour eux qui vont être gagner du temps, économiser de l'argent, etc. Et maintenant, ils rechignent un petit peu moins à ce poste de dépense qui pouvait peut-être être considéré comme un peu superflu au départ, parce que, et là je vais revenir sur un sujet qui m'est cher, c'est parce que aussi au travers des différentes émissions télévisuelles de décoration, sur des chaînes privées qui ont laissé penser que c'était possible au premier venu, etc. Les gens pensaient qu'ils pouvaient s'en sortir tout seuls. En fait, ils se sont vite rendus compte que c'était un métier et qu'avoir un professionnel à ses côtés, comme dans plein d'autres domaines, c'est quand même très très important. Du coup, ce savoir-faire, cette compétence, elle doit être valorisée. Toi, tu estimes actuellement que tes prestations sont au juste prix, ou du fait que tu as une concurrence, je veux pas dire déloyale, mais en tout cas virtuelle sur Internet, etc., tu es quand même obligé parfois de faire un effort en disant là je vais peut-être demander un petit peu moins, mais au moins je veux ce projet, ou c'est quelque chose que tu ne rencontres pas. Alors ceci complètement. Mes prestations, non, je pense qu'aujourd'hui elles sont pas au juste prix. Je pense que je rentre pas forcément correctement encore dans mes frais. Alors c'est une situation que j'analyse, bien entendu. Et puis j'ai eu la conversation avec une cliente à moi il y a 3 jours. Elle m'a dit, Adeline, vous vraiment pas cher pour tout le travail que vous faites. Et ouais, c'est cher. Disons que après je suis passionnée, donc c'est vrai qu'il y a certaines choses sur lesquelles je fais impasse. Après voilà, on crée une entreprise. Quand on crée une entreprise, on étudie le marché. Alors je l'ai pas étudié de façon conventionnelle à faire un business plan, une étude de marché bien cadrée, mais effectivement j'ai été voir sur plusieurs sites internet les tarifs que proposaient des confrères ou des consoeurs, que ce soit à La Réunion ou bien en métropole, ce qui m'a permis un petit peu de me donner une base, une base de travail. Et mince, t'as dit quelque chose sur lequel je voulais rebondir et puis j'ai oublié. Sur le fait que tes prix étaient au juste prix, ou?
Non, c'était avant. Zut, t'as dit quelque chose qui était très pertinent. Je te remercie. Je suis pas si pertinent que ça parce que ça me revient pas. Ah, c'est dommage. Attends, on va faire une petite pause réflexion, 30 secondes, on va essayer de voir. Alors, après avoir effectué un petit saut dans le temps sur la bande son, c'est l'avantage de pouvoir enregistrer et de pas être en live, c'est qu'on peut retrouver les fameuses choses pertinentes que l'on dit avant et dont on se rappelle plus au moment où on en a besoin. Mais on a retrouvé, donc je vais laisser Adeline, notre invitée, rebondir dessus et reprendre le fil de la discussion. Voilà, donc effectivement, on est en train de dire est-ce que je dois m'adapter aux tarifs des confrères ou des consorts. Déjà, il y a une chose, c'est que chaque projet est unique. Ensuite, très régulièrement, là, depuis quelque temps, je reçois pas mal de demandes via les réseaux sociaux. Bonjour, est-ce que vous pourriez me donner vos tarifs? Non, là, comme ça, je peux pas. Les tarifs, ça dépend. On a 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. C'est pour faire quoi? Suivi de chantier, rénovation, déco, choisir juste un lit, mettre un miroir. Un architecte d'intérieur a, comme je disais tout à l'heure, un éventail de missions. Donc déjà il y a ça. Ensuite il y a les gammes aussi dans lesquelles veulent se positionner les clients. Les portefeuilles sont pas les mêmes partout. Donc non, je ne peux pas donner un tarif comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui donneraient des ordres de tarifs, c'est toujours à partir de. Oui, et ça paraît évident d'ailleurs. Mais c'est évident. Mais après, de la même manière, je veux dire que le client chez qui je vais m'occuper d'une seule salle de bain et le client chez qui je vais m'occuper d'une salle de bain, d'une cuisine, de 3 chambres et d'un salon, le tarif va être dégressif parce qu'il y a des choses que je vais combiner. Donc, du coup, moi, j'essaye d'estimer mon temps de travail. Le temps de travail, ça se paye. Ensuite, effectivement, donc on facture un peu plus. On est une société, donc on a des charges. Donc l'heure que je facture, c'est pas l'heure que je mets dans ma poche. Oui. Ça on a tendance à l'oublier. Mais tu as raison de le dire. Tu as raison de le rappeler. On a tendance à l'oublier. Derrière, il y a les assurances qui vont bien. Les gens ont tendance c'est pas oublier parce que la plupart ne le savent pas. Le prix des logiciels qui nous permettent de faire des 3D. Mais avant les 3D, il y a les logiciels de 2D. Les rendus photoréalistes, c'est un 3e logiciel. Le traitement de texte, c'est 7 ou 8 logiciels qu'on a chez nous. Les Photoshop, etc. Sans compter que les logiciels, les outils, les applications de suivi de chantier, etc. Tous ces outils qui nous permettent de travailler. L'informatique, l'ordinateur lui-même. Oui, le matériel à parler, au-delà des logiciels. Le temps de trajet pour venir sur le chantier, pour être là à 5h30 le matin, au démarrage des artisans à 6h. Enfin, tout ça. Donc, oui, non, si je facture, je sais pas, 60, 70 € de l'heure, non, je ne mets pas 70 € dans ma poche, en fait. Voilà. Donc ça, on a tendance à l'oublier. Après, effectivement, moi, là, sur les projets que je fais depuis un an, tous mes clients comprennent et le disent et le reconnaissent par eux-mêmes la valeur ajoutée que nous avons. On pense à tous les détails. Ce matin, je suis allée chercher des butées de porte pour pas que la poignée de la porte tape dans le mur. Le client, ça m'a regardé avec les 2 yeux écartés en me disant oui, il faut y penser. Oui, c'est mieux. C'est mieux voilà. de penser. C'est mon rôle. C'est ce qu'on attend de toi, effectivement. C'est ce qu'on attend de moi. Donc non, à moins d'être dans le bâtiment. Ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Voilà. Essaye à toi de te rattraper aux branches maintenant. Ouais, j'oublie. Donc c'est vrai, au début, dans l'estimation de mes zones horaires, c'est très délicat d'estimer ces zones horaires parce que je sais dessiner sur l'ordinateur, je sais bricoler. Pour moi, honnêtement, moi, je me paierai pas mes services. Je vois pas l'intérêt, je sais faire. Donc c'est très difficile d'estimer à quel prix les clients seraient prêts, quel prix les clients sont prêts à mettre dans notre service quand nous-mêmes on n'en a pas besoin de ce service. C'est super dur. Oui. Mais en fait, alors tu as très bien répondu à la question et moi j'ai pu me rendre compte aussi que souvent on est encore dans une phase où notre métier a besoin d'être expliqué, d'être présenté, d'être voilà. Et encore un peu, toujours trop, mais j'espère que ça va tendre à s'améliorer, à être justifié presque. De notre existence, en tout cas celle de nos services. Et les gens pensent que on va leur facturer au mètre carré et que 1 mètre carré d'un appartement en plein cœur de Saint-Denis, c'est la même chose qu'1 mètre carré d'une grande maison à Saint-Gilles, alors que non, tu l'as très bien expliqué, ça dépend. Est-ce qu'on fait une prestation de déco, est-ce qu'on fait des travaux, quel type de travaux, etc. Et c'est aussi parce qu'en face on a
ce qu'on appelle, et je pense notre profession en est victime aussi, la ubérisation des services où les gens pensent qu'en rentrant 3 données sur Internet, on va leur sortir un devis automatique et qui sera de toute façon un devis plein de surprises parce que quand ils vont voir la vraie facture arriver, elle ne correspondra pas du tout à ce fameux devis obtenu sur Internet. L'avantage que l'on a à travailler avec un designer qui soit décorateur ou architecte d'intérieur pays, c'est qu'on va avoir une étude, comme tu le disais, personnalisée, puisque le projet du client A ne ressemble pas au projet du client B et que forcément le coût du projet A ne pourra pas correspondre à celui du projet B. Et c'est bien ça qui fait aussi la plus-value du partenariat, c'est que quand on s'attache les services d'un décorateur d'intérieur, on a quelque chose de personnalisé qui va être fait sur mesure, en fait. Comme une fringue pour un mariage ou un costume, etc. Et donc ça a un coût. C'est sur mesure en fonction des goûts, des besoins, c'est sur mesure en fonction des budgets, c'est sur mesure en fonction du bien lui-même. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et après, on peut pas non plus brader nos prestations parce que nous aussi, on a une famille à faire vivre, nous aussi, on a un loyer à payer, et nous aussi, il faut qu'on remplisse notre frigo tous les mois. Exactement. Ça reste un métier. C'est pas un passe-temps. C'est pas un passe-temps. C'est pas un hobby. C'est pas un passe-temps du tout, non. Alors, on peut le faire. Même si c'est une passion. Voilà, c'est une passion, mais c'est pas forcément un hobby. Alors, on peut le pratiquer en hobby quand on a une activité principale qui satisfait à tous les critères que tu viens de dire, oui. C'est-à-dire qui remplit le chariot, qui paye les charges, etc. Ça peut être un plus, et on pense évidemment à tous ceux qui en font leur métier, et ils ont bien raison, c'est une vraie profession. Exactement. D'ailleurs, qui est cadrée, il y a des études, il y a des formations qui justifient justement les compétences et les aptitudes de ceux qui la pratiquent. Alors, aujourd'hui, on va revenir un petit peu, on va rester sur ta propre situation. Donc, je crois pas trahir de secret en disant que tu ne sembles pas manquer de travail, en tout cas de projets sous la main. Tu n'es pas la seule d'ailleurs. La plupart de tes consoeurs et confrères qui font bien leur métier ont un agenda assez bien rempli. Pour en côtoyer, je les connais pas tous, mais pour en discuter, en tout cas avec certains d'entre eux, je sais qu'ils ont du travail. Donc, effectivement, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, sans penser que on est dans le monde des bisounours. Il y a effectivement, même sur un petit territoire comme la Réunion, du travail pour tout le monde. En tout cas, pour tous ceux qui travaillent bien. Et ça, c'est le cas pour toutes les professions. Quand on est un bon peintre ou un bon maçon, on a toujours du travail. Exactement. Il n'y a pas de raison que ça s'applique pas aux bons archis d'intérieur ou aux bons décorateurs. Malgré tout, alors toi, ta société, elle a 1 an. Alors, je vais peut-être pas te poser la question comme j'avais prévu de te la poser au départ. J'allais te demander si, malgré tout, tu avais des périodes de vide ou des périodes de calme. Alors, je sais que non, puisque tu as démarré récemment et que tu es très full en termes d'agenda. Alors, du coup, la question, je vais la poser comme ça. Est-ce que tu as peur qu'un jour, pendant 1 mois, 2 mois, tu n'aies rien à te mettre sous la dent parce que tu es entre 2 projets d'envergure, mais t'as 2 mois pour toi là comme ça. Est-ce que c'est angoissant pour quelqu'un qui aime bosser et qui est passionné comme toi? Alors, la réponse est très contrastée. Moi, il y a 1 an, terrorisée. Voilà. Du vide? Du vide. De pas avoir de clients. Oui, c'est ça, de pas avoir de clients. Et ok, cool, j'ai chopé un super projet et tout. Bon, alors ok, donc il y a ça comme un horaire. Bon, ça me permet de tenir combien de temps? Et si demain j'ai rien, comment je fais, etc. Bon, là, en 1 an, je dois admettre que dès que je commence à avoir un peu d'espace libre pour prendre 1 semaine de vacances dans mon agenda, je reçois un message pour un nouveau projet. Chouette. Non, après, là, comme je disais tout à l'heure, j'ai 2 amis qui sont architectes HMO. Donc, tu en parlais dans ton premier podcast, me semble-t-il. Oui, d'ailleurs, si vous avez encore un petit peu de mal avec ces acronymes, je vous invite à réécouter ou tout simplement à lire les notes du premier épisode où tout est, alors brièvement, mais en tout cas, j'espère assez clairement expliqué. Voilà, donc du coup, j'ai une amie qui est architecte HMO, qui d'ailleurs je travaille également un petit peu avec elle, donc en tant que dessinatrice, du coup dans le cadre du régime des agences d'architecture pure.
Et là, par exemple, elle avait un projet de réhabilitation où il fallait retravailler l'intégralité des espaces intérieurs. Donc, et il y avait une extension. Donc, moi, je ne suis pas habilitée à travailler sur ce projet parce qu'on dépasse les 150 mètres carrés. Donc, je ne peux pas travailler seule. Donc, elle travaille sur la partie extension. Et sur la partie existante, elle me l'a sous-traité, entre guillemets, pour que j'optimise la fonctionnalité de cet espace. Donc, l'avantage, c'est que quand il y a des partenariats, notre ami qui est archi également, il y a des missions qu'on prend ensemble parce que parfois dans certains projets, il y a toute une partie création relative à l'intérieur et il y a une petite partie structurelle que je comprends. J'ai pas de problème à suivre les discussions techniques ou quoi que ce soit, mais j'estime ce n'est pas mon métier. C'est là où je pose une limite. Et à ce moment-là, je m'entoure, je vais travailler en association, on va expliquer aux clients qu'on va travailler à deux. Ça va pas être plus cher. C'est juste qu'on va se répartir les tâches. Donc, du coup, pour revenir à nos moutons, parce que je me suis un peu garée. Oui, on était surtout sur la foulitude de la foulitude. En fait, c'est vrai que avoir des partenariats avec deux autres archis ou même avec une décoratrice qui récemment m'a sollicité parce qu'il y avait une petite partie un petit peu technique dans une salle de bain, finalement, ça vient combler les petits trous. D'accord. Okay. Voilà. Et pour compléter cette question, tu peux avoir, alors sans rentrer dans les détails, mais jusqu'à combien de projets en parallèle? Dans la réalité. Oui, dans la réalité. Combien Adeline peut suivre de projets en même temps et tout en préservant son équilibre mental et tout en ayant le sentiment de continuer à bien faire son travail? Si vous voyez Adeline Bougon, c'est qu'Adeline, elle est fatiguée, là qu'il faut qu'elle fasse une pause. Non, c'est compliqué. Là, j'avoue que j'accuse un petit peu le coup de la première année parce que je me suis énormément investie. Que parallèlement, on n'est pas qu'archi. Quand on a son entreprise, il y a 5 jours dans la semaine, techniquement, de travailler. Architecte d'intérieur, community manager, gérant, comptable, commercial. Donc, ça laisse pas beaucoup de place, finalement, au métier, en lui-même. Oui, en ce moment, j'ai 6 projets sur le feu. C'est trop. C'est trop? 6, c'est trop? Disons, oui, parce qu'il doit y avoir, ils ont tous des tailles différentes. Ouais, c'est pas trop le nombre, en fait, qui fait c'est pas le nombre, en fait, c'est leur envergure. Voilà. Après, je dis c'est trop, mais c'est trop dans le sens où le client, lui, il voit pas que c'est trop parce que je resterai professionnel jusqu'au bout. C'est trop parce que ça fait 5 semaines que j'ai pas pris un jour off. C'est en ce sens que c'est trop. Donc là, moi, je commence à me canaliser et à organiser un petit peu mieux mon temps de travail parce qu'il faut aussi que je pense à moi. Et mais bon, non, ça dépend des projets. On peut pas dire combien de projets en même temps. Ça dépend de l'envergure du projet, de la nature du projet. Oui, il y en avoir un qui est hyper chronophage et puis la période d'après, en avoir 4 ou 5 qui sont plus modestes, tout aussi intéressants, mais plus modestes à suivre et moins chronophages. C'est ça. Et puis les stades d'avancement des projets, parce que tout projet commence par une phase de conception. Quand que sur de la conception, tu travailles encore de chez toi. Dès lors que tu rentres en phase chantier, on l'a vu, tout à l'heure, j'avais 20 minutes de retard parce que j'étais sur un chantier, parce que je pouvais pas partir plus tôt. Donc là, tu prends du retard. Donc, c'est variable. Ok. Alors, Adeline, on va continuer un petit peu sur la relation professionnelle et client. Est-ce que tu as le sentiment que ces derniers font appel à toi aujourd'hui en pleine connaissance de ton travail, de tes missions, c'est-à-dire ce que tu es réellement capable de leur apporter en termes de service, avec tous les avantages qu'on a déjà vus depuis le début de l'interview. Est-ce qu'ils connaissent tes projets? Est-ce qu'ils ont déjà vu ton travail, ce que tu as déjà réalisé? Ou bien tu dois toujours, encore et toujours, faire preuve de présentation, à la fois du métier en général, de ta façon de travailler à toi, faire preuve de pédagogie et définir finalement le cadre de ce que va être votre collaboration, quitte à dézinguer un peu certains fantasmes qu'on peut avoir sur le métier ou des idées reçues. Alors, dans la majorité des cas, on doit expliquer la profession. Encore aujourd'hui. Ouais, on doit vraiment expliquer quelle est l'étendue. C'est vrai que tu en parlais très bien dans ton premier podcast. Décorateur, designer d'intérieur, architecte d'intérieur, architecte, HMO, anciennement DPLG. Il y a vraiment de quoi s'y perdre. Moi, une question qu'on m'a très souvent posée, c'est est-ce que tu sais faire des plans? Donc, c'est une bonne question. Quand on est client, c'est une bonne question. Oui, voilà, ça c'est sûr. Donc oui, en règle générale, on doit quand même
exposer en fait le champ des possibles, oui, on peut se retrouver à faire tellement de choses qu'il faut arriver à canaliser ce qu'il y a à faire sur un projet, mais il faut aussi montrer au client jusqu'à où il peut avoir besoin et prendre des services, parce qu'il y en a qui veulent du total clé en main et s'occuper de rien. Il y en a qui veulent garder la mainmise un petit peu, surtout en partie décorative, ou ça va être sur la mainmise sur le budget ou quoi que ce soit. Donc chaque client, encore une fois, est unique, chaque projet est unique. On doit, dans tous les cas, présenter et dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Après, démonter des fantasmes, tu as dit. Oui, j'aime bien ce mot. Ouais. Alors, faire preuve de pédagogie. Ouais, d'ailleurs, j'étais en train de me dire, là, très récemment, je pense que je vais faire de l'éducation client sur Instagram. Voilà, je vais peut-être trouver le mood. Ce qu'on appelle l'éducation client, c'est pas du tout péjoratif, mais justement, c'est expliquer en quoi consiste notre métier pour que eux aussi puissent mieux cerner ce dont ils ont besoin. Ah, excusez-moi, c'est ma montre qui a sonné. C'est pas toi qui as dit qu'il fallait que j'éteigne Oui, tout on à a coupé l'heure. les portables, on a oublié la montre. Excuse-moi. On peut reprendre. Donc, oui, je disais l'éducation client, c'est quelque chose qui sort de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour pas être pris au dépourvu à recevoir des demandes. Comment dire, j'ai le mot qui m'échappe, mais Fantasque, etc. Et il y a certaines choses à démonter. Et moi, j'ai un jour une dame me dit est-ce que vous pouvez me faire ça? Et là, elle me montre une photo Pinterest et c'était assez cocasse. Et je fais un clin d'œil à une architecte de La Réunion qui se reconnaîtra. Elle avait 2,20 m de hauteur sous plafond. Ok. Et elle m'a montré un truc où elle voulait faire du staff, des faux plafonds à staff avec des LED intégrés, un luminaire en cascade tubulaire. Et je dis mais on a 2,20 m de hauteur sous plafond, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc oui, il faut les fantasmes, les idées reçues sur le métier, sur les process, sur ce qu'on peut faire chez soi. C'est pas parce qu'on va faire appel à un professionnel, à un architecte d'intérieur ou un décorateur qu'on va pouvoir réaliser tout ce qui nous passe par la tête, quoi. Il y a quand même des limites techniques. Structurelles qui font qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Exactement. Même en faisant appel à un professionnel. Ou alors pour changer de maison. C'est ça. Et dans ce cas-là, on prend sa casquette d'agent immobilier. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une dimension dans la relation client qui est très importante. On va y passer quelques minutes. C'est que on a beau dire, il y a quand même un lien affectif qui se crée avec les clients pour lesquels on a envie de travailler et qui nous ont choisis pour travailler sur leur projet. On rentre dans leur intimité, hein. On rentre dans leur vie, parce qu'à partir du moment où on va transformer leur intérieur, leur maison, leur appartement, ils nous ouvrent un peu la porte de chez eux, au sens propre, comme au sens figuré. Quelque chose avec lequel tu es à l'aise aujourd'hui, et l'as-tu toujours été, ou est-ce que c'est compliqué à gérer? Alors moi, je suis extrêmement à l'aise, parce que là, pour le coup, je suis un véritable bisounours. Rappelons-le, j'ai été dans l'immobilier, j'ai fait de la transaction, donc j'ai été formée à poser des questions intime entre guillemets, si je peux me permettre, sur les modes personnels, voilà, sur les modes de vie des clients, voilà, qu'est-ce que vous faites, quelle est la première chose que vous faites quand vous sortez du lit le matin, est-ce que vous allez à la salle de bain, est-ce que vous allez à la cuisine, est-ce que vous allez aux toilettes, enfin, c'est des détails, mais c'est des détails de circulation dans les espaces. Vous aimez quoi comme activité, lire, quand vous rentrez du travail, qu'est-ce que vous faites, mais faire à manger, toutes ces questions en fait nous permettent de connaître la personne dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre. Donc ouais, j'ai aucun problème avec ça. Et c'est justifié, c'est pas du voyeurisme mal placé. D'abord, c'est à la demande du client, ce qui est quand même un critère très important, et c'est dans le but, toujours par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de lui proposer un service et un résultat qui va être personnalisé et qui ne ressemblera à aucun autre projet qu'on pourrait livrer à la famille d'à côté, par exemple. Mais je vais même te dire que au-delà d'être dans le but, c'est une limite fondamentale dans notre métier, en fait. C'est que si on ne fait pas ça, on n'aura pas un client qui sera 100% satisfait. Bien sûr. C'est obligatoire. Et alors, du coup, qui dit relation affective dit pas toujours envie de se quitter à la fin, mais des fois les projets, enfin des fois non, toujours les projets finissent par être livrés et viables. Donc comment on dit au revoir à un client et comment un client dit au revoir? C'est délicat. Après, bon, encore une fois, j'ai qu'un an
d'entreprise, donc j'ai eu la chance de travailler d'entrée de jeu sur des gros projets, donc j'ai pas encore eu à faire cette rupture de façon régulière. Là, j'avoue que j'appréhende celle qui arrive, parce que je me suis vraiment attachée à ces clients. Je pense que c'est réciproque. Je pense qu'en fait, c'est peut-être même c'est peut-être la fin d'une relation client professionnelle, mais c'est peut-être aussi le début d'une amitié. Dans ce cas-là, ça serait super. Oui. Voilà. Bah, tu reviendras nous en parler. À l'occasion, bien entendu. Alors là, on parle des relations clients qui se passent bien. Des fois, elles se passent pas bien, mais on va pas forcément en parler là. On imagine que de toute façon, il y a de tout. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pas pour être original, mais c'est vraiment sincère, c'est de savoir quelles sont les raisons qui peuvent amener un client. Alors, je vais d'abord la prendre dans un sens, la question, et puis en plus, je te poserai la même inversée, qui font qu'un client refuse de travailler avec toi. Quelles sont les objections de collaboration auxquelles tu as dû faire face, s'il y en a? C'est une bonne question. Ça serait plus. J'ai pas eu concrètement le cas, dans le sens où là, la dizaine de projets sur lesquels je travaille depuis un an, il y avait un réel besoin à chaque fois de professionnels. C'était que voilà, les clients que j'ai eus n'étaient pas en mesure de le faire eux-mêmes. Je pense que s'il y avait un refus, ça serait peut-être sur les honoraires, parce qu'encore une fois, le métier est mal connu et que du coup, ils s'attendent pas forcément à ce budget-là, et que j'ai pas forcément eu l'occasion d'expliquer pourquoi ce budget-là. Ou alors, ce serait, à mon avis, purement esthétique, parce que ils ont une meilleure affinité avec quelqu'un d'autre, parce qu'on en parlait, bien entendu. Il est important de consulter, de faire des devis, mais enfin, il y a le tarif qui est important, c'est une chose. Mais encore une fois, je pense que c'est la relation aussi, la relation dont on parlait tout à l'heure. L'univers décoratif, c'est une chose, c'est ce qui se voit. Il y a le budget. Qu'est-ce que va me coûter mon architecte d'intérieur? Qu'est-ce que va me coûter mon décorateur? Mais après, il y a, comme on disait, le relationnel est fondamental. Donc, en fait, je pense que c'est ça qui doit dire c'est qu'il faut qu'il y ait un échange qui soit limpide et fluide pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc, je pense que ça serait plus dans ce cas-là que ça se refuserait. Et inversement, là, tu me vois arriver avec mes gros sabots. Qu'est-ce qui, toi, pourrait t'amener à refuser de façon tout à fait légitime de travailler sur le projet d'un client? Ça, c'est m'est arrivé une fois pour le... Explique-le-nous. Le client savait mieux que moi mon métier. Ah, d'accord. Donc, voilà. Il n'avait pas besoin de toi. Je pense que c'était le client pour se faire mousser un petit peu. Enfin, pardon, on peut pas dire ça. Si, on peut dire ça. Nos collègues. Non, mais voilà. Enfin, c'était le client qui voulait pouvoir dire haut et fort qu'il avait pris un archi d'intérieur pour faire son intérieur. Et que... il t'a pris pour un accessoire de mode. Oui, c'est à peu près ça, voilà, tu vois. D'accord. Et au final, j'ai passé 1 heure de rendez-vous absolument affreux. J'arrivais pas à en placer une. Il me coupait la parole toutes les 30 secondes. Et il m'expliquait mon métier. Il m'expliquait ce que je devais faire. Il me parlait déjà d'un élément décoratif sur un mur, alors que le mur n'existait déjà pas lui-même. Et là, je suis rentrée. J'étais toute contente de partir à ce rendez-vous, parce que le projet sur le papier était sympa. Et j'ai refait le trajet retour avec la boule au ventre. C'était au début de la création d'entreprise, donc on a envie de dire, on va dire oui, on va le prendre, le dossier, voilà. Je suis rentrée, j'ai regardé mon conjoint et je dis, je le sens pas. Je sens pas, je vais avoir la boule au ventre. Enfin, le feeling est pas passé non plus, tu vois. Moi, j'ai pas eu de feeling. Les conditions n'étaient pas réunies pour que tu sois totalement le projet à l'aise. Sur le papier est cool, mais ouais. Donc finalement, j'ai gentiment et poliment décliné en disant voilà, les conditions, les délais, tout ce qui avait fait l'objet de notre rendez-vous ne rentrait pas dans mes conditions de travail et dans la manière dont je souhaitais exercer mon métier. Parce que faut pas l'oublier, j'ai créé mon entreprise pour exercer aussi mon métier selon les règles, selon les normes, et aussi à ma façon, avec ma personnalité, bien qui sûr, je suis. Oui. Donc il n'appartient à personne de m'imposer comment je dois faire, si ce n'est
que le cadre juridique et légal et technique. On continue dans la collaboration et les projets. Donc sur un projet, il y a les attentes des clients, les compétences du décorateur ou de l'architecte d'intérieur, tout ça on le mixe, il y a une collaboration, il y a une complicité, etc. Au final, il y a un résultat qui est rendu, qui satisfait à la fois celui qui l'a créé et celui qui l'a payé. Et sachant que les deux ont participé à sa réalisation, bien évidemment. Même les clients, on a besoin d'eux pour faire les projets, parce qu'on ne pourrait pas. Toi, après un an d'exercice, tu considérerais, c'est une vue de l'esprit, ce que je vais te demander. Une fois le projet rendu, il y a à peu près combien de pourcentage de Belisae dans un projet rendu et combien de pourcentage du client final? C'est compliqué à répondre comme question. Alors, de façon très nombrilée, je te dire c'est 90% parce que j'ai cette faculté. Alors, faculté, je sais pas, mais c'est le retour que m'en font mes clients. La découverte client, l'intimité dont on parlait tout à l'heure, généralement se passe plutôt bien. Bon, les clients régulièrement me disent t'as bien compris ou vous avez bien compris ce qu'on veut. Donc du coup, j'ai envie de dire 90%, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la plupart du temps, c'est eux qui m'inspirent en fait. D'accord, oui. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. C'est délicat à expliquer. C'est-à-dire que oui, je crée, oui, j'imagine, je conceptualise, etc. Mais je le fais parce que je les connais, parce qu'ils sont eux. Donc, je ne fais que retranscrire. Oui, tu traduis leurs émotions, leurs envies, leurs attentes et parfois même leurs idées. Voilà, donc je pourrais pas dire c'est d'un regard extérieur. Oui, c'est mon projet, c'est moi qui ai pensé. Mais si j'ai pensé comme ça, c'est parce que j'ai échangé en amont avec eux. Donc comme je dis toujours sur les chantiers, je travaille sur un gros projet, il y a 3 associés, je travaille avec un confrère. On dit souvent que ce projet c'est notre bébé à tous les 5, les 3 clients et nous 2 l'équipe de conception. Je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, c'est très clair. Est-ce que il est arrivé que la part de Belisae soit vraiment à 100%? Et là, je pense aux clients qui t'abordent en te disant Adeline, je connais votre travail, j'ai confiance en vous, vous avez carte blanche. Est-ce que tu as déjà eu ces cartes blanches, les fameuses cartes blanches qui n'en sont vraiment jamais au final? Oui, je l'ai sur un projet en ce moment dont tu connais les clients, tu as l'occasion de les rencontrer. Oui. Mais non, en fait, toujours pas carte blanche, toujours pas 100% parce que ils ont eu 2-3 idées quand on a ajouté au dossier. Donc non, c'est vraiment collaboratif. Et puis, d'une façon générale, je pense qu'on n'est jamais à 100% carte blanche à moins d'avoir quelqu'un qui en a strictement rien à faire. Ouais. Et c'est pas l'objectif de nos clients. Ils en ont pas rien à faire. Oui, puis ça se ressentirait forcément très vite sur l'évolution du projet et le résultat. Et puis moi, dans mon métier, ce que j'aime aussi, c'est le contact avec les gens. Donc je crois que toute carte blanche, je ferais pas bien. Oui. C'est difficile. Il y a pas de cadre, donc du coup, c'est compliqué. Dans nos métiers, donc il faut le dire aux auditeurs qui n'auraient pas encore eu d'expérience d'architecture d'intérieur ou de décoration d'intérieur, les clients qui nous écoutent, faut qu'ils sachent qu'on est quand même nous très bien informés des réglementations, de la nature des différents services, des travaux que l'on peut ou pas réaliser, en tout cas qu'il faut réaliser dans un projet, des achats qui sont rendus nécessaires pour la bonne réalisation d'une transformation. Et nous sommes même, pour certains d'entre nous, habilités à les suivre, ces travaux, ces modifications, les contrôler et même les évaluer, puisqu'on va devoir les livrer en notre nom. En revanche, rares sont ceux qui les exécutent eux-mêmes. Alors j'en connais quelques-unes et quelques-uns qui mettent un peu les mains dans le cambouis de temps en temps. Alors tant que ça peut être de la peinture ou des joints, ça va. Après dès qu'il faut toucher à l'électricité, etc., c'est carrément impossible. Il faut pas le faire. C'est pas notre métier à la base. Donc faut reconnaître que on a besoin de prestataires performants, compétents, spécialistes, prestataires de travaux, de services, de biens, qui font que en fait nos idées deviennent réalisables et réalisées. Et ma question est donc la suivante. J'avais une longue introduction pour poser une question simple, mais je voulais recréer le contexte. Est-ce que tu dirais que c'est facile sur notre territoire de trouver justement des bons artisans, des bons professionnels dont on va pouvoir s'attacher les services, toujours dans l'intérêt du client qui nous a fait confiance? Alors, c'est facile, oui et non. Ça va dépendre des métiers. Après, est-ce que c'est propre à La Réunion? Encore une fois, je n'ai une expérience qu'à La Réunion, donc je veux pas dire que c'est propre à La Réunion. Je peux pas
peux pas l'affirmer. C'est pas forcément évident. Il y a certains. Alors, j'avais gardé mon portefeuille d'artisan de l'époque où j'étais en agence immobilière. Donc ça, c'est des gens avec qui j'ai travaillé longtemps, sereinement, et donc aujourd'hui, ils font toujours partie de mon cahier. Les projets étant uniques, il a fallu quand même que j'aille démarcher de nouvelles entreprises. Ça s'est plutôt bien passé, mais là, j'arrive à un stade où j'en aurais besoin de d'autres. Et alors, c'est pas de réponse, on m'appelle, on demande voilà, j'ai un projet, nanana, je vous envoie les infos par mail, est-ce que vous êtes en mesure de faire un devis? Oui, il y a pas de souci. 15 jours plus tard, toujours pas de nouvelles. Moi, ça me donne pas envie de travailler avec ces entreprises-là, hein, parce que s'ils ont pas envie, moi, je préfère qu'une entreprise me dise, écoutez, le carnet de commande, il est plein, je ne suis pas disponible, n'hésitez pas à revenir vers moi la prochaine fois, plutôt que de me dire, oui, envoyez-moi les infos et je vous réponds par mail, parce qu'un mail avec les détails techniques, ça prend du temps. Donc, parfois, c'est facile, parfois, c'est pas évident. Et après, en général, quand on a trouvé un bon artisan, on se le met de côté, on garde bien précieusement ses coordonnées et on le fait travailler autant de fois qu'on peut. Exactement. Sauf que quand on a plusieurs chantiers en même temps, on peut pas l'avoir sur tous nos chantiers. Donc, il nous en faut d'autres. Et puis après, on jongle. Oui. Et ça, c'est encore sous réserve que les clients partent avec les artisans qu'on aurait potentiellement recommandés. Parce que voilà, moi je n'impose pas un artisan à un client. Je lui propose, il dispose. D'accord. Voilà. Parce que c'est lui qui contracte en direct avec le corps de métier. Ok. Donc du coup, tu as ton carnet d'adresses, tu as les professionnels avec qui tu as l'habitude de travailler, et puis quand on a besoin d'autres, tu chasses aussi. Du coup, tu repars à la quête de partenaires, de collaborateurs pour pouvoir répondre à la demande. Alors, Adeline, tu nous as déjà bien expliqué comment les projets arrivaient à toi, hein, donc soit en direct avec les clients, soit le bouche à oreille. Est-ce qu'il vous arrive de vous transmettre des projets des clients entre professionnels de l'architecture d'intérieur? Pour X raisons, tu vas nous expliquer si oui ou non. Alors oui, totalement dans le sens où effectivement on n'est pas nombreux, on le disait tout à l'heure sur l'île, donc un projet ça se réfléchit, ça s'étudie, c'est pas du jour au lendemain, ça se fait plusieurs mois à l'avance. Comme toujours, il y a ce qu'on pourrait appeler des retardataires, des gens qui s'y prennent la veille pour le lendemain, comme dans toute profession de toute façon. Donc oui, il est arrivé d'avoir certains des confrères ou consoeurs qui m'ont dit je viens d'avoir une demande mais je ne peux pas l'honorer d'un point de vue temps. Est-ce que tu aurais un créneau? Oui, non. Auquel cas, on renvoie et on recommande. De la même manière, ça peut être un manque de compétences. Je le disais tout à l'heure sur un projet où je sais pas si je disais tout à l'heure d'ailleurs. Peu importe, tu le dis maintenant. Mais voilà, je sais qu'il y a eu un projet où le projet a grandi un petit peu et que il y a eu des notions beaucoup plus structurelles. Donc, je suis allée faire appel à un confrère qui était plus compétent sur la question que moi et on a travaillé ensemble sur ce projet. Donc de la même manière, j'ai eu un jour, il faut pas avoir peur de dire ce genre de choses. J'ai eu une panne d'inspiration sur un truc, j'étais bloquée, j'étais le syndrome de la page blanche. Et puis j'ai appelé une consoeur et je lui dis je suis bloquée, là, je fais comment? Elle me dit, envoie-moi ton dossier, jette un œil. Un regard nouveau, un esprit d'équipe, comme on peut l'avoir dans une société. En fait, elle, avec son regard nouveau, en 30 minutes, elle avait débloqué en switchant juste un petit truc. Et donc, il y a du travail. Ça nous arrive d'échanger, de se transmettre, de se recommander. Pour de très bonnes raisons et c'est souvent efficace. Et de la même c'est dans l'intérêt du client. Et de la même manière, ça me fait penser à un truc, par exemple dans les contrats que je fais signer avec les clients, un client pourrait être en droit de se demander, mais attends, la demoiselle là, elle est à son compte. S'il lui arrive quelque chose demain, si elle est malade, si elle a un accident sur la route, on fait comment nous pendant notre projet? Moi, sur mes contrats, il y a un confrère qui est mentionné. En fait, dont le client a ses coordonnées, au cas où il m'arriverait dans la vie quelque chose et que je ne serais pas en mesure. Donc, cette personne a toutes les directives pour chacun de mes projets. On a un cloud où il y a toutes les données, où elle peut accéder s'il m'arrivait quelque chose, de sorte à que le client soit pas laissé tout seul dans la nature, parce que je suis toute seule dans mon entreprise. Donc voilà. Donc oui, c'est important qu'on soit bien entouré entre nous. Tu me connais un petit peu aussi, tu sais sans doute que j'apporte une grande importance à la valorisation
et du concours des prestataires, hein, que ça soit dans la phase d'études créative, conception, réalisation, etc. Je remarque que ils sont pas souvent, en tout cas pas autant qu'ils le mériteraient, mis en l'air dans les publications que l'on peut voir fleurir sur les réseaux sociaux. Alors je dis pas que les réseaux sociaux c'est la panacée et que c'est là qu'il faut absolument aller trouver l'information, mais c'est quand même un vecteur d'information qui est incontournable aujourd'hui. Et moi je vois souvent des publications de rendus de projets réalisés et livrés qui sont très beaux, hein, qui ont tout à fait leur place sur les réseaux sociaux, mais sur lesquels on ne cite absolument pas les entreprises, ne serait-ce qu'un prénom même de façon anonyme de celui qui a fait le sol, le parquet, le mur, etc. Et alors moi, comme c'est un peu mon histoire et mon métier et que je viens du mobilier professionnel et à la fois et aussi particulier, de ne jamais, ne serait-ce qu'avoir le nom du mobilier ou de l'entreprise réunionnaise, parce que c'est aussi un partenariat local. Souvent, vous travaillez avec des entreprises locales. Vous êtes là pour faire vivre aussi les entreprises locales. Ne sont pas cités. Alors, est-ce que toi, par rapport à la mise en l'air des partenaires et des fournisseurs, et là, je voudrais une réponse plus orientée bien. Ça peut être le carrelage, ça peut être le mobilier, mais plus bien. Tu as une ligne de conduite justement dans ce domaine et tu attaches de l'importance à ça. Oui. Ne réponds pas pour me faire plaisir. Bah, tu le sais très bien, tu me suis sur Instagram. Je pense qu'il n'y a pas une seule de mes stories où il n'y a pas le nom des partenaires avec lesquels je travaille. C'est vrai, c'est pour ça que c'est à toi que je pose la question, en espérant que d'autres nous entendent. Voilà. Non, il n'y en a pas une seule. En fait, c'est essentiel. Ok, je suis dans le projet, je crée le projet, mais moi je l'imagine. C'est pas moi qui le réalise. C'est toutes ces petites mains, tous ces petits sourires qui se lèvent à 6 heures du matin, qui se lèvent à 4 heures du matin pour être à 6 heures du matin sur les chantiers. C'est eux les artistes. C'est eux qui vont faire que tout va être aux petits oignons, que tout va être bien. Donc, il ne me viendrait pas à l'idée de ne pas les citer, de ne pas leur faire honneur. C'est aussi, on rentre un petit peu dans le cadre de la propriété intellectuelle aussi. Enfin, c'est comme ne pas citer un photographe. Enfin, moi, j'ai une photographe, alors avec qui je commence à collaborer. Pour l'instant, j'ai pas, comme je disais, j'ai sur des longs chantiers, donc il n'y a pas encore de jolies photos dites instagrammables qui sont réellement sorties. Mais c'est important de citer tout ce travail qu'il y a eu. Moi, les meubles que je dessine ou quoi que ce soit, je dessine la base. Toute la partie technique, on la travaille ensemble avec le menuisier. Récemment, on a vu un projet où on a dessiné des moulures avec une entreprise. Moi, j'ai donné les grandes lignes directrices de ce que je voulais comme profil, mais c'est l'entreprise où on a travaillé réellement le profil pour l'adapter aux besoins du client. Donc, moi, on va dire, je conçois les grandes lignes et j'affine avec les artisans dont c'est le métier. On est architecte d'intérieur, on est compétent sur énormément de corps d'état, mais on n'est pas spécialisé dans chaque corps d'état. Donc j'ai toujours besoin quotidiennement d'échanger avec mes artisans, avec mes fournisseurs, et ça me paraît juste impensable de pas les mentionner sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est un travail d'équipe. C'est cool parce qu'on peut, enfin, évidemment, tous ne se valent pas, mais on peut quand même reconnaître que globalement, on a quand même affaire à des fournisseurs d'une grande compétence et d'une grande connaissance sur le territoire. Ouais. Que ça soit du luminaire en passant par le carrelage ou même le mobilier, on a souvent affaire en face de nous à des gens qui touchent leur bille, quoi, hein, qui connaissent leur domaine et qui souvent nous aident et nous font gagner à nous aussi du temps. Mais qui font gagner du temps et qui, mine de rien, font aussi gagner de l'argent aux clients. Hein. Exactement. Alors, en ce qui concerne les réseaux sociaux, je constate que toi, tu y es très peu. C'est pas un reproche, c'est un constat. Est-ce que c'est par manque de temps ou il y a une raison à ça? Manque de temps, oui. Autre raison, c'est que je sais pas faire. D'accord. On nous apprend pas ça à l'école. Et puis moi, je suis pas née avec les réseaux sociaux, hein. Donc je suis pas née avec un téléphone greffé dans la main. J'ai passé, je crois que j'avais un compte Instagram depuis 3-4 ans. Je me suis enfin mise grâce à Eclipse Décoration, à qui je fais un petit clin d'œil. Oui, on l'embrasse. On l'embrasse, mais voilà, c'est Maëva qui a pas arrêté de me dire il faut te mettre sur les réseaux sociaux. Oui, je veux m'y mettre. Non, j'essaye tant bien que mal, mais en fait, j'ai pas le réflexe de sortir le téléphone ou
la tablette pour prendre. Alors j'essaye, j'ai fait des oublis. Après, je suis pas photographe, je suis pas cadrée, je peux faire des jolies photos, je vais faire plein d'autres choses, mais ça, je suis pas très douée. Oui, mais ça viendra. Pour voir tes projets, il faut être invité par tes clients. Ouais. À déjeuner ou voilà, c'est ça. Non, mais si, ça va venir aussi parce que je disais encore une fois, c'est qu'effectivement, je travaille sur des beaux projets, mais des longs projets qui vont sortir là, d'ici la fin de l'année, sur lesquels il y a une photographe qui va venir, donc ça va aussi faire du contenu. Moi, faire les avant-après, mais mettre dans l'après, mettre une 3D, ça m'intéresse pas. Donc moi, tu auras toujours avant, projet, et puis le après sera le vrai après. Voilà, c'est pas de la 3D. 3D, c'est de la 3D. Oui, la 3D, c'est pas la vraie vie. Oui, on n'est pas dans le réalisé, hein. Voilà. On est d'accord. En ce qui concerne les lignes de conduite, donc on va y revenir. Donc on a vu ça, la mise en avant et la valorisation du travail des fournisseurs, des partenaires et des prestataires de services d'une façon générale. Est-ce que Belisae et du coup toi, Adeline, tu as d'autres principes éthiques forts rapidement dans ta démarche professionnelle? Principe éthique, non mais moi ça va être pro jusqu'au bout. Je suis accro aux détails, carré. Je suis franche. Je vais laisser, enfin comment dire, quand je dis non, par contre c'est non, tu vois. Ok. Et si c'est non, et par contre tout sera toujours justifié. Il y a non, je suis claire, j'essaie d'être honnête. On comprend en t'écoutant quelle est ta ligne directrice et ta ligne de conduite, mais je voulais savoir s'il y avait des choses, parce que ça devient presque un argument maintenant pour et c'est très bien d'ailleurs, c'est mieux que quand ça ne l'était pas, mais donc une démarche éthique, la défense de l'environnement, les projets éco-durables, des choses qui sont super tant qu'ils ne sont pas des arguments de vente, mais voilà. Ils peuvent être sujets à controverse si c'est juste une notion qu'on insère comme ça pour décrocher des marchés. Durable, pour moi, durable, c'est l'essence même de notre métier. On n'est pas là pour faire des décorations jetables. Donc, on est là pour faire que ce soit les travaux ou les décorations, il faut que ça tienne dans le temps, que ce soit qu'une peinture soit adaptée à la vie de famille, si on a des enfants en bas âge ou pas. Donc c'est de facto durable en fait. Oui. Donc j'en fais pas une ligne marketing, non. C'est plus une philosophie complètement et un acte de tous les instants. Alors justement, puisqu'on en est alors je voudrais utiliser un mot qui est pas péjoratif, mais il y en a aucun. Cette tendance, voilà, j'allais dire mode. Cette tendance, je voulais te demander ton avis sur un phénomène d'orientation croissant dans les offres de services de transformation et de décoration intérieure que l'on voit fleurir, notamment en métropole, mais ça arrive aussi de plus en plus chez nous. Alors, on connaissait le Feng Shui, et maintenant on parle de plus en plus de décoration holistique, de banya, de psychodécoration. Est-ce que ça te parle à toi, Adeline, ces tendances de décothérapie? Et est-ce que tu peux nous en dire un mot? Je crois que t'es en train de rigoler de la tête que je suis en train de faire. Oui, bien entendu que ça me parle. Ça fait la une de tous les magazines. D'accord. Okay. Donc je ne t'apprends rien, tu connais. Oui, je connais. Mais en fait, holistique, décoration holistique, déjà, ça veut dire quoi? Décoration holistique, c'est l'objectif est de favoriser le bien-être au quotidien dans son espace de vie. Ça sert à quoi un architecte? Oui, qu'est-ce que j'allais dire? C'est un petit peu ce qu'on fait. En fait, c'est l'essence même de notre métier. Donc, si tu veux, moi, je rigole à chaque fois que je vois un magazine, la nouvelle tendance de l'année 2023, la décoration holistique. Moi, je me marre en fait. Je me marre parce que c'est en fait la base. C'est pas une tendance de décoration, c'est que un intérieur, quel qu'il soit, que ce soit chez un particulier, ou chez un professionnel, doit être conçu afin de favoriser le bien-être des personnes qui vont vivre, qui vont travailler à l'intérieur ou bien à l'extérieur de cet environnement. C'est en ça qu'on parle de design, c'est-à-dire que c'est un résultat évidemment esthétique, mais qui est le fruit d'une réflexion technique, organisationnelle, et qui répond à des besoins, des attentes. Voilà. Après, quand on parle de psychodécoration ou autre, on va parler de la lumière, que l'éclairage doit être fluide, on doit maîtriser l'éclairage, on va parler des couleurs, de pas mettre certaines couleurs dans certaines pièces, on va parler de mettre des plantes, des vraies et pas des fausses pour oxygéner la pièce, on va parler de mettre des matières naturelles, une fois de plus,
rien de nouveau, c'est juste la base d'une harmonie en général dans un intérieur. Et donc dans la psychodécoration aujourd'hui, il y a une consonance avec je vais pas trop regarder parce que ça m'agace. Enfin, ça m'agace pas, mais ça me captive pas. Il y a une consonance un petit peu avec les côtés les dieux, etc. De remettre en relation. Faut pas oublier. En fait, les Mayas de Mésoamérique, les Indes, en Inde, les Égyptiens, ils essayaient de faire venir les dieux sur Terre. Et donc, en fait, ça date, une fois de plus, ça ne date pas d'hier. Donc. Oui, et on sait combien ces peuples étaient déjà doués en architecture extérieure aussi et intérieure, évidemment. Voilà. Donc, clairement, on n'a rien inventé. Que ce soit l'holistique, même le feng shui, il y a le vatsu, enfin, autrement dit, la psychodécoration. On n'a strictement rien inventé. Moi, je pense que c'est juste, en fait, une panne de plumes des journalistes qui font les... Ah, d'accord, cette analyse-là. Moi, je dirais que c'est juste marketing. Enfin, je veux pas dire que c'est marketing. C'est non, c'est pas forcément. C'est une façon de penser ou d'aborder la thématique. Il y a des adeptes en tout cas. Non, il y a un écho chez les clients. Bien sûr. Non, c'est une façon d'aborder le contact avec la clientèle. Mais tu sais, c'est la même chose qu'avec le comment ça s'appelle, le côté éco-responsable. J'écoutais un podcast d'ailleurs l'autre jour sur ça. Il y a certaines personnes qui ne vont pas du tout être sensibles à leur environnement et ça va être notre rôle finalement au long du projet d'apporter des solutions dites éco-responsables et au final le client, on lui a pas imposé quelque chose d'éco-responsable, on l'a laissé venir à quelque chose d'éco-responsable. Donc ce sont des tendances qui sont mises en avant, je pense, surtout pour agrémenter les premières de couverture de la presse écrite ou autre. Mais pour moi, ce sont les fondements en fait de l'architecture d'intérieur. C'est bien qu'on en ait parlé parce que ça permet de dire deux choses. Déjà qu'il y a une appétence du public et des clients pour ce type de considération, et c'est très bien. Qu'il y a des professionnels. Non pas qu'ils en sont spécialistes, parce que comme tu viens de le dire, on en est tous des spécialistes du bien-être dans son intérieur, mais qu'on ait des confrères qui aient choisi de s'en faire l'écho et de porter cette voix-là un peu plus haute que les autres dans leur façon de travailler, c'est aussi très bien. C'est qu'on a une consoeur donc à La Réunion qui est très sensible à cette façon d'aborder les projets de ses clients et c'est tout à son honneur. Ça ne veut pas dire que les autres ne le font pas. C'est ça. Ils le font peut-être sans le nommer et elle, pour parler d'elle, fait Atelier D, je crois. C'est Véro Déco ou Véro Déco, ils sont peut-être plusieurs alors. En tout cas, moi j'avais Atelier D en tête, on l'embrasse aussi, on la salue. Véro Déco, on la salue également, qui ont peut-être choisi de le mettre plus en avant parce que c'est leur sensibilité de professionnel. C'est leur sensibilité et qui a une clientèle qui va choisir son décorateur ou son architecte en fonction de ça, comme on va en choisir un qui va utiliser que des matériaux éco-responsables. Donc le but c'est pas de succomber aux sirènes journalistiques qui sont faites pour alimenter les couvertures de magazines, mais bien de rencontrer des professionnels. Donc à La Réunion, on vous en a cité deux, il y en a certainement d'autres qui elles vont pouvoir vous parler avec sincérité et sérieux de cette façon d'aborder les intérieurs de vos maisons, de vos appartements à La Réunion, puisqu'on est quand même et on enregistre à La Réunion. Alors, on va terminer un petit peu les questions de pratique professionnelle avec un petit exercice que j'ai préparé pour toi, Adeline. Alors, c'est pas un examen, c'est un exercice. Donc, on va partir d'une affirmation que je vais te citer. Et on va partir également du principe, du postulat qu'elle n'est pas vérifiée. On va dire que je l'ai inventée de toutes pièces et qu'elle ne repose sur rien. Et je vais ensuite te demander ton avis. Alors là voici. Dans un projet, là je fais mon propre, je mets mes petites lunettes. Adeline, dans un projet de décoration, 30% du budget du client est dépensé dans la phase d'étude, de création, conception et de suivi, c'est-à-dire la prestation intellectuelle, technique et artistique du designer d'intérieur. 60% seront, quant à eux, dépensés dans la phase de réalisation et de mise en œuvre. Voilà, donc travaux, sous-traitance, etc. Et j'affirme qu'on décore et on équipe, c'est-à-dire achat de mobilier et d'accessoires, avec seulement ce qui reste comme budget, c'est-à-dire environ 10% du budget de départ.
Est-ce que c'est réaliste comme vision des choses pour toi, de façon générale? De façon générale, oui. Dans mes projets, non. D'accord. Alors maintenant, tu peux détailler l'un et l'autre. Eh ben parce que moi, j'ai une façon d'aborder mes projets essentiellement, c'est des projets avec conception et suivi de chantier. Il y a, le mobilier fait partie intégrante du projet. Donc, il y a les travaux et il y a l'agencement et la déco. Donc moi, j'essaie toujours de déterminer des enveloppes budgétaires pour chacune de ces 3 catégories. Les outre les honoraires de conception, mais il y a les travaux, l'agencement qui peut intégrer et la déco. Dans l'agencement, il y a lorsqu'on va partir dans du map sur mesure, ça va peut-être enlever des achats de meubles, mais ça va rentrer dans un budget de travaux. Donc j'essaie quand même de budgétiser au démarrage du projet une enveloppe dans son ensemble et de répartir de façon à qu'il y ait un petit peu plus d'équilibre. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'équilibre, et dans le cas de figure, dans le postulat que tu as émis, on s'en retrouve qu'il n'y a pas de cerise sur le gâteau. Exactement. Voilà. Donc oui, on va avoir un super lit, on va avoir une super tête de lit, on va avoir une super peinture, mais par contre, on va avoir les draps avec des petits papillons violets. C'est ça. C'est quand il y a un décalage entre ce qui se voit finalement, parce que Voilà. les accessoires, l'équipement, le mobilier, c'est ce qui va se voir. C'est pas forcément ce qui a demandé le plus de travail, mais c'est ce qui va se voir. Et quand il y a un décalage, c'est ce qui peut coûter aussi le plus cher. Exactement. Parce que malheureusement, toute cette partie-là est très peu fabriquée à La Réunion. Oui, là vous êtes obligé de passer par du mobilier d'usine, fabriqué. Après non, dès lors que c'est sur mesure. Non, mais je veux dire par exemple les draps. Ah oui. Ouais, je veux dire, les draps, il y a finalement très peu de couturières ou d'enseignes qui fabriquent ici. Et comme ça serait fabriqué ici, c'est du tissu qui provient d'ailleurs. Donc, c'est tout ce qui est les détails décoratifs à la fin, tout ce qui se voit, c'est finalement ce qui coûte le plus cher. Dans tes projets? Ouais. Non, parce que tu sais pourquoi je te pose la question. Parce que moi, comme je le disais tout à l'heure, je viens du mobilier, beaucoup dans le mobilier d'entreprise et puis plus récemment dans le mobilier pour équiper les lieux de vie des particuliers. Et souvent, alors ça dépend aussi des gammes de mobilier pour lesquelles on travaille. Mais enfin, globalement, moi, je vois des professionnels comme moi, comme toi, qui viennent en magasin et qui me disent voilà, j'ai ça comme budget, et en fait tu te rends compte que c'est une enveloppe qui a été extraite d'une enveloppe plus grosse, supérieure, qui a complètement été dépensée dans des trucs sur lesquels on aurait pu faire des économies pour justement garder une part raisonnable pour l'équipement, parce que comme tu le disais, faire des super travaux, une super coque, voilà, un super écrin qu'on va remplir avec un bijou en toc, ça perd un peu de son charme. Et encore aujourd'hui, je vois beaucoup ce genre de demande arriver en me disant oh non, mais moi je veux pas du haut de gamme. C'est même pas une question de haut de gamme, c'est juste une question de mobilier de qualité. Voilà. Et parce que j'ai plus le budget pour. Et des confrères à toi, des confrères à moi, etc. Mais moi la première. Voilà. Et ça nous arrive à tous. Mais quand ça devient une généralité, je me sens moi légitime pour poser la question à une professionnelle comme toi, et je pense que je la poserai à peu près à tous les invités que j'aurai, même si je poserai de façon différente, mais c'est important pour moi. Il faut qu'il y ait, et je suis content que tu partages cet avis, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on en dépense dans la partie créative, artistique, la partie réalisation, et dans la partie réalisation, parce que c'est intégré justement la partie équipement de troisième niveau, qui est hyper important. C'est valable dans l'autre sens. Oui, vas-y. C'est valable dans l'autre sens. Tu vas acheter, je sais pas, un super joli miroir que tu vas payer très très cher sur un mur qui est vieux, qui a pas été ratissé, qui a des défauts partout. C'est moche. Oui, voilà. Tu as raison. L'inverse est vrai aussi. À cela près qu'on le rencontre moins quand même. Ça dépend. Quand t'es comme moi, alors moi, en magasin, par exemple, j'ai rarement des confrères qui viennent me voir en disant écoutez, j'ai un mur moche, mais je voudrais un super miroir. Ouais. en général, ils viennent me voir en disant j'ai un super mur, mais du coup, j'ai plus de thunes pour m'acheter un beau miroir. C'est ça. Bon voilà, enfin, en tout cas on s'est compris, et je pense que nos auditeurs également nous ont compris. Alors on arrive à la troisième et dernière partie, Adeline, de cette émission, celle qui est censée être
toujours aussi fun, mais plus légère, en tout cas. Donc c'est une partie qui est censée nous en apprendre un petit peu plus sur toi, alors sur le modèle un peu du portrait chinois. J'ai rien inventé, j'ai pas été original, mais j'ai posé des questions en tout cas sincères auxquelles j'avais vraiment envie que tu répondes. Donc ce sont des questions qui me tiennent à cœur et j'espère que tu vas y répondre avec beaucoup de sérieux. Donc c'est parti. Adeline par Adeline, on commence avec la première question. Adeline, est-ce qu'il te reste du temps pour toi en dehors de ton travail? On a déjà un petit peu répondu, mais tu peux synthétiser. En ce moment, pas trop. Mais oui, enfin, c'est l'objectif. Oui, j'arrive quand même à prendre du temps, pas autant que je voudrais, mais c'est normal. Je suis même pas une année d'entreprise, donc faut savoir ce qu'on veut aussi. Mais oui, j'arrive à prendre un peu de temps pour moi. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les WhatsApp, les téléphones, ça arrive de tous les côtés. Ouais, le travail peut arriver même à des heures incongrues. Ah, ok. Bon, là, il faut mettre ton téléphone en mode repos et puis ouais. Il sonnera pas avant le lendemain. C'est ça. Enfin, alors, en tout cas, que tu auras choisi. Alors, quand là, tu dis que tu en as pas assez, mais ça sous-entend que tu en as quand même un petit peu. Qu'est-ce que tu en fais de ce temps libre? Qu'est-ce que tu aimes faire de tes temps de repos? Alors, temps libre, temps de repos, dodo. J'adore faire la sieste. Et le temps restant disponible? Le temps restant disponible, je fais de la danse. Quand j'ai plus de temps qui me permet de partir en voyage, je voyage avec mon conjoint. On aime bien voyager. Moi, ça m'inspire. Généralement, en ce moment, quand j'ai du temps disponible, j'appelle la famille. Ouais. J'appelle pas beaucoup. Aller voir mes nièces qui sont pas très loin de la maison. Faire des activités diverses et variées, voir les amis, randonner. On reste sur un caillou, hein, donc voilà, lire, écrire, dessiner, les grands classiques. Mais tu cites la danse en premier quand même. Oui, la danse. La danse, c'est chouette. Oui. Bisous à ma prof. Tu es dans une compagnie? C'est une école de danse, ouais. Mais c'est pas une compagnie. Ok. Tu as déjà un petit peu répondu à cette question, mais en fait, elle est différente. Et j'espère que tu vas en comprendre le sens. Si tu n'avais pas été designer et architecte d'intérieur, quel métier tu aurais aimé faire? Ou c'est celui-là? Si je n'avais pas été, qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Mais tellement de choses. En fait, je suis une grosse curieuse. Grande curieuse, je ferais plein de choses. Je serais reporter photographique, je serais aventurière, je pourrais être présidente de la République, un espion. Un espion, voilà, c'est ça que j'aurais voulu. Allez, on va retenir espion. Espionne. Alors, le métier d'architecte d'intérieur, bon, tu n'as pas pu louper l'information sociétale dont on nous a rabattu les oreilles pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Est-ce que ce métier d'architecte d'intérieur, tu te vois le faire et l'exercer jusqu'à 64 ans? Tu dois répondre. Hein. Je dois répondre. Mais écoute, ça dépend, la CIPAV. On reparle pas de la CIPAV. Voilà, alors oui, non, clairement, je me vois bien l'exercer. À ce rythme-là, comme la première année, sous ce régime-là, comme ça, je pense que je serais cuite avant. Hein. Donc, mais d'ici là, tu auras peut-être 4 ou 5 architectes d'intérieur salariés dans ta boîte et voilà. Tu pourras être un peu plus détaché, danser davantage et puis. Oui, bon après j'aime bien participer à tout ça. Je suis pas du genre à exploiter. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Non, oui, ça serait effectivement l'idée. Ouais, moi clairement, oui. Enfin, pour moi c'est. Pour moi, c'est le métier de ma vie, quoi. Après, on verra bien. L'avenir nous le dira. Hein. Tant mieux, parce que 64 ans, c'est loin quand même pour toi. Hein. Oui, t'as vu, regarde, j'ai moins de 30 ans. Exactement. Alors, une question qui n'a rien à voir. Quel est ton plat préféré? Ça, c'est pour que les auditeurs aient une information qu'on peut considérer complètement inutile, mais pour moi, c'est important. Je rigole, quoi. Bœuf ou poulet curry rouge coucou. D'accord. Alors, c'est bien noté. Et alors, du coup, quel est ton plat créole préféré? C'est les orites avec grains et piments, s'il vous plaît. D'accord. Ok.
Alors, j'espère que c'est pas un de ces deux-là, mais si c'est un de ces deux-là, j'aime bien aussi, donc ça m'ira. Si tu devais, enfin, pas si tu devais, si avec plaisir, tu m'invitais à dîner chez toi, quel plat tu me cuisinerais? Ok, donc faut que je t'invite à dîner. Ouais. Pas de problème Tu avec. remarqueras que j'ai un gros problème avec la bouffe, hein. En dehors de la déco et de l'architecture, moi, c'est la bouffe, hein. Toi, c'est la danse, moi, c'est la bouffe. Mais non, mais alors ça tombe bien parce que tu vois, effectivement, dans mes activités en dehors du boulot, j'ai quand même oublié de citer les deux principales. C'est que j'adore cuisiner et j'adore faire de la pâtisserie. Donc, je suis tout le temps en train de cuisiner et de faire de la pâtisserie. Tu partages la vie d'un cuisinier aussi, non? Et ex-cuisinier, oui. Ex-cuisinier. Mais je suis meilleure que lui. Ah bon, ok. Il va apprécier s'il nous écoute. Ah, mais il le dit tout le temps. D'ailleurs, il a pas touché une casserole depuis 12 ans, donc. Très bien. Non, donc, qu'est-ce que je te ferai à manger? Alors, en ce moment, je suis d'humeur dalle de lentilles ou plat taille. J'expérimente tout le temps des plats venus d'ailleurs. D'accord. Je crois qu'il faut que je fasse des falafels d'ailleurs dans pas longtemps. Okay. Mais on réclamait. Mais dans ton menu, il y aura de la viande? Non, pas forcément. Ça peut être végé. Moi, j'adore la viande. Ah, mais dans ce cas-là, je te fais des super lasagnes maison. Je fais la pâte maison. Parfait. C'est très bien. Alors je viens. J'ai pas encore reçu l'invitation, mais sache que je viendrai. Tu évoquais tout à l'heure les voyages quand tu as du temps libre. Quelle était la destination de ton dernier voyage? Même si ça remonte, essaye de te rappeler. Non, ça remonte pas tant. J'ai maman qui est venue en vacances à Noël et je lui ai fait la surprise. J'ai emmené 4 jours à Maurice. Ah, très bien. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as déjà des désirs de destination prochaine, toujours en voyage? Ah oui. J'attends juste d'avoir du temps pour y aller, mais c'est le Vietnam ou le Cambodge et ça, c'est figé depuis 3 ans que je veux repartir. D'accord. Donc c'est déjà la destination est déjà programmée. Oui. Alors, on revient un petit peu dans notre univers, mais ça me permettra d'en savoir un petit peu plus sur toi, nos auditeurs également. Est-ce que tu as un objet de design préféré? Un objet, hein? Ouais. J'ai eu du mal avec cette question. Un objet qui pourrait faire l'objet d'une capsule, d'ailleurs, justement. Dans ce cas-là, ça serait une chaise. Oui. La stretch designer de Nakashima. Ok, très bien. Je sais bien. pas si tu vois laquelle c'est. Absolument, mais il y a une raison. Ouais, je sais pas, je l'aime bien. Ouais. Pour moi, elle est totalement intemporelle. Bon, elle a été imitée, déclinée, et je sais même pas si elle est confortable. Je sais même pas si elle est confortable parce que je n'ai jamais essayé. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer cette chaise, mais je la trouve élégante. Je trouve qu'elle passe dans tous les intérieurs. Pour ceux qui la connaissent et puis ceux qui la connaissent pas pourront aller chercher, mais imagine cette chaise. Moi, je la mettrai en lien dans les notes de l'émission. Imagine cette chaise dans un univers industriel, dans un univers bohème, dans un univers baliné, qu'on voit beaucoup à La Réunion, dans un univers pop art, dans un truc hyper art déco. Oui, c'est vrai qu'elle est trans-style. Et tu sais si elle est disponible à La Réunion? Quelqu'un la distribue ou pas? Je sais pas, mais peut-être, on a le droit de citer? Oui, on peut citer, bien sûr. Peut-être c'est clair. Ouais. Je pense à eux. Écoute, on leur posera la question. On posera la question. et on mettra également cette information dans les notes de l'émission. Est-ce qu'il y a une personne dans le métier du design en général, alors ça peut être là du coup de la construction, de la déco, de l'architecture, mais pas forcément d'ailleurs du métier, allez, ouvrons un peu le contexte, qui t'inspire au quotidien ou régulièrement? Alors, qui m'inspire en tant que créatrice ou qui m'inspire en tant qu'architecte, qui t'inspire tout simplement? En ce moment, je suis 3 personnes qui ont pour moi, c'est des personnes virtuelles, c'est des personnalités. Il y a Frédéric Tabary, qui est un designer que j'aime bien, j'aime beaucoup sa façon de penser. Il y a Mathieu Agel qui est, j'en parlais tout à l'heure, le créateur de la seule franchise d'architectes d'intérieur. Ce sont 2 personnes qui œuvrent au quotidien pour développer le métier d'architecte d'intérieur, pour le faire connaître. Le dernier que tu as cité, il mâche pas ses mots, hein. Il a un regard très acerbe, mais à la fois très juste, hein. Très juste. Sur la profession. En fait, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Exactement, mais c'est sa ligne d'identification. Ouais. Il a raison, il est sur ce créneau-là et il est percutant. Il est très percutant. Tous les 2 sont très percutants. Moi, j'ai eu la chance de les découvrir quelque peu de temps avant de créer l'entreprise et mine de rien, ils m'ont beaucoup aidé. Et après, en tant qu'architecte d'intérieur, il y a une architecte que j'aime bien qui est sur Paris, qui est une agence qui s'appelle Happy Pog. C'est Charlotte Gilles. J'adore la douceur de
des intérieurs qu'elle propose. D'accord. Eh ben écoutez, moi je la connais pas. On ira découvrir son univers et je mettrai également les liens dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'il y a un projet de décoration d'intérieur, alors qui peut être grandiose ou plus modeste, hein, il peut être d'ailleurs, il ne peut être connu que de toi d'ailleurs, dont tu aurais aimé être l'auteur, ou sinon quel est celui que tu aimerais réaliser avant justement ces fameux 64 ans? Moi, j'aurais aimé travailler avec Antonio Gaudi. Ah, ok. D'accord, effectivement. Il n'y a pas de rêve trop grand. Hein. Ah, si j'avais pu faire la Casa Balto ou la Sagrada Familia, carrément. Hein. Oui. Je ne sais pas dire si j'aime l'art baroque ou quoi, mais je trouve que c'est juste des merveilles d'architecture. Et non, ce que j'aimerais réaliser, j'aimerais bien arriver à faire un pro bono de façon régulière. D'accord. Donc, alors un pro bono. Un pro bono. Tu peux expliquer aux auditeurs ce que ça signifie. Un pro bono, ce serait un projet solidaire, on va dire, c'est-à-dire donner un petit peu de mon temps, de mon savoir-faire sur des projets pour des personnes qui en ont réellement besoin, qui n'ont pas forcément les moyens. Donc avec des partenariats, soit avec les mairies, les communes ou des ateliers d'insertion. En réduisant tes honoraires au strict minimum pour. Oui, ou même comment ça s'appelle en humanitaire. Hein. D'accord, ok. Donc du vrai pro bono. Entendu. Mais écoute, on arrive presque à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oublié de te poser et à laquelle du coup tu peux répondre sans que je te la pose? Pas si c'est très clair. Ouais. Peut-être la consommation durable et le phénomène de surconsommation dont la Réunion est clairement victime, j'ai envie de dire. D'accord. Bon, ça serait un long débat politique. Ouais. Et la part de l'équipement. La part de l'équipement, et puis les abus qu'il y a dans certains endroits, pour ne citer personne, sur les prix pratiqués. D'accord. Ok. Merci d'avoir répondu à cette question que je ne t'ai pas posée. À l'inverse, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je ne te pose pas? Non. Non, ça va, j'ai pas été trop indiscret. Non, ça va. D'accord. Bon, tu sais que je fais mes armes avec toi, hein. Tu es la première invitée, du podcast. Donc, faut pas avoir peur de me dire si je te rassure, moi, c'est mon premier podcast tout court. Eh ben, écoute, c'est un baptême pour nous deux. Ouais. On va rester sur l'actualité pour conclure cette interview qui était un agréable moment. Est-ce que tu as peur de l'intelligence artificielle et plus principalement, enfin en général, et plus particulièrement des incidences qu'elle peut avoir dans notre métier? Tu sais que maintenant on fait des photoréalismes, on peut demander à une intelligence artificielle de nous créer un environnement intérieur à l'image à partir de 3 phrases et alors ça débute, mais ça fait peur quand même. Moi j'en ai un peu peur. Quel est ton avis? J'en ai pas peur. Elle m'intrigue. Je reste vigilante et je l'observe, hein, les chats GPT, les mid-journées et autres. Pour l'instant, elle me fait pas peur parce que je l'ai battu 2 fois. D'accord. Je lui ai mis la photo d'un intérieur d'une cliente qui voulait un style Japandi. Donc moi, j'avais déjà tout dessiné. Puis à ce moment-là, j'ai pris la photo d'origine. Je lui ai demandé un style Japandi. Elle m'a mis une bibliothèque devant la porte. Donc déjà, ça marche pas. Oui, c'est moins pratique. C'est un concept, mais qui n'est pas très pratique. Et après, je lui ai demandé quelque chose complètement absurde. Là, c'était juste du texte. Il fallait pas partir de la photo. Je lui ai demandé un truc totalement absurde. Elle m'a mis un truc qui n'avait strictement rien à voir. Donc, je l'ai battu 2 fois. Donc, pour l'instant, elle me fait pas peur. D'accord. Voilà. Moi, quand je dis, alors tant mieux, hein. Alors, moi, elle me fait pas peur en tant que telle, parce que c'est comme tous les nouveaux outils qui arrivent sur le marché, c'est l'usage qu'on va en faire qui est inquiétant, pas la technologie elle-même. Et puis, on est quand même dans des métiers artistiques où il y aura quand même cette fameuse plus-value nécessaire dont on parle depuis le début de l'émission. Non, moi, c'est plus sur les fakes que ça m'inquiète un petit peu. C'est-à-dire quand on va pouvoir faire passer des créations générées par intelligence artificielle comme étant le travail d'un vrai artiste, mais qui du coup n'aura coûté quasiment rien et qui aura pris le job de quelqu'un qui aurait passé... On boucle la boucle, hein, qui aurait passé du temps. Et tu vas retrouver vendu sur des NFT, des prix. Oui, non, ça c'est flippant. Pour moi, c'est un outil qui est tellement performant qu'il devrait pas être laissé à la main de monsieur et madame tout le monde. Oui.
Il peut être aussi dangereux qu'une bombe nucléaire. Ouais, il peut être très dangereux, effectivement. Alors, pour en revenir à notre secteur d'activité, moi, j'encourage nos collègues à être très vigilants, à ne pas laisser passer, d'ailleurs, des dérives qu'ils pourraient voir sur les réseaux sociaux, parce que le premier vecteur, une fois de plus, ça va être les réseaux sociaux. On le voit déjà avec la désinformation. Donc, sur les créations artistiques et picturales générées par ordinateur, de pas laisser passer et d'être très vigilant. J'ai dit, on est 25 au moins à La Réunion, et alors je vous dis même pas en France hexagonale ou dans le monde entier, pour être suffisamment vigilant et faire en sorte que ça ne se propage pas trop de façon irréversible, parce qu'il y a un moment où on ne pourra plus rien faire. Alors Adeline, est-ce que tu es à présent d'accord pour qu'on informe les auditeurs que je suis en train de te poser la dernière question de cette interview, et que s'ils souhaitent en savoir plus sur ton travail, ils peuvent dès à présent entrer directement en contact avec toi. Voilà, parce qu'on peut trouver tes coordonnées sur Internet. Tu es également sur les réseaux sociaux, si tu n'es pas très prolixe, tu nous as dit, et confirmé que tu étais présente. Pourquoi pas devenir un jour ton nouveau client ou ta nouvelle cliente? Qu'en penses-tu? Je vais pas répondre non, mais avec joie, si je peux participer à la réalisation de leur projet d'une manière ou d'une autre, avec joie. Bon, écoute, merci pour eux. Et merci beaucoup à toi, Adeline, d'avoir accepté cette invitation. C'était super. On a appris des tas de trucs utiles et intéressants sur toi, sur les métiers aussi, sur le métier, sur ton métier, celui qu'on partage, cet univers qu'on partage. Voilà une interview qui, j'espère, parlera aux collègues qui nous ont fait le plaisir de nous écouter, et une interview qui informera aussi les auditeurs un peu plus précisément de ce qu'est le monde du design d'intérieur à La Réunion et partout ailleurs, comme c'est le sous-titre de ce podcast, et qui aimerait se lancer dans un projet déco seul ou accompagné d'un professionnel, qui est aussi le but de mon émission. Je te dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Bonne continuation à toi, et puis gros bisous et merci. Gros bisous. Voilà, Déco Café baisse son rideau pour aujourd'hui et le réouvrira le mois prochain. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'à la fin, en espérant que ça vous ait plu. Vous pouvez d'ailleurs compléter l'expérience en prenant connaissance des références utiles dans les notes de l'émission. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour être informé et profiter des prochains épisodes, que vous soyez un curieux, un amateur ou un professionnel du secteur. N'hésitez pas non plus à partager cette émission en invitant vos amis à nous rejoindre sur leur plateforme d'écoute préférée ou en la postant en story Instagram. Instagram où vous pouvez également retrouver tout mon univers sur le compte @dcb Interiors Design ou encore le compte dédié @Décocafé Podcast avec un K à café, sur lequel vous trouverez l'ensemble des publications qui illustrent chaque numéro. Et si vous écoutez cette émission sur une application ou une plateforme qui le permet, comme Apple Podcast par exemple ou même Spotify, sous la liste des épisodes, je vous invite à laisser un commentaire comme un avis bienveillant, des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir, ou même des informations et des conseils complémentaires que vous souhaiteriez partager. Cela ne vous prendra que quelques secondes, mais qui auront un fort impact sur l'émission. Vous savez comment ça fonctionne? Plus j'ai d'avis et de notes 5 étoiles, plus le podcast est mis en l'air et proposé aux nouveaux auditeurs. Merci d'avance et bisous à tous les déco-addicts. Rendez-vous très vite, encore plus nombreux, et d'ici là, pensez à faire plaisir, à vous faire plaisir, et n'oubliez pas, en design comme en toute chose, la vraie beauté est intérieure. À bientôt!